C'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure en arrivant, parce que ça me permet toujours d'avoir un point fixe quand je regarde sur un mois en arrière. Et en fait, on a passé deux caps. Encore à nouveau, c'est-à-dire que toi et nos auditeurs, ils ont quand même un historique, on va dire, dans leur tête depuis de cette revue de presse, mais là, il y a véritablement une énorme première. Je ne sais pas si tu veux bien la lire. C'est une banque des îles Caïmans qui explose en plein vol. Ça, c'était énorme. Ça, franchement, parce que si maintenant, tu vois, tu as les banques des îles Caïmans, tu vois, de Jersey, du Luxembourg, tu vois, toutes ces lessiveuses qui commencent à exploser, alors là, c'est vraiment le début de la fin, c'est clair. Hein, c'est parce nous on a vu des banques qui étaient bancales, etc., qui étaient rachetées. Mais là non, là c'est carrément aux îles Caïmans quoi. Attends, il n'y a pas d'industrie aux îles Caïmans, c'est vraiment c'est que du Paradis, stockage oui, quoi. paradis fiscaux. Parce que les mecs quand ils se mettent aux îles Caïmans, je précise ça à nos auditeurs, hein, c'est imaginez, je sais pas, ils ont par exemple 500 millions hein, d'euros ou de dollars, peu importe. Voilà, donc ils vont en mettre 200 au Luxembourg, 100 en Suisse ou l'inverse, peu importe. Et puis pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ils vont en mettre 100 aux îles Caïmans par exemple, aux îles Vierges, hein, et puis 100 à Guernesey ou Jersey, enfin bon voilà, dans toutes ces lessiveuses classiques, Andorre, Monaco, voilà. Et là, on a une banque des îles Caïmans. C'est Well, énorme, tu vois, ils vont le transformer en sac Hermès. tout va mal pour les riches, puisqu'ils commencent maintenant à retirer leurs fonds des îles Caïmans. Et du coup, arriva ce qui devait arriver, la Goledonian Bank of Caymans Islands, lien donc que vous pouvez cliquer pour aller sur la Oui, banque. oui, oui, c'est très important de cliquer le lien. Allez le voir. Parce que là, il y a véritablement, il y a tout de suite un message qui apparaît en disant notre banque est en faillite, nous avons été placés sous le contrôle de blabla. Vraiment, pas une ligne, hein, pas une ligne. Tu l'as vu nulle part, ça. Non, non. Et donc cette banque s'est déclarée en faillite, n'ayant pas assez de fonds à rendre aux 1550 clients qui avaient déposé 520 millions de dollars. Au passage, on peut se demander légitimement où une partie de ces fonds sont passés, mais ceci est encore une autre histoire. Oui, pardon, parce que pour les dépenser sur les îles Caïmans, faut vraiment être balèze. Cela dit, notez au passage que si même les banques des Caïmans ferment, c'est le début de la fin du monde. Eh oui. Alors cela, Donc voilà, alors je vous traduis un petit peu de ce que disait l'agence Bloomberg. Hein, donc la banque calédonienne donc s'est mise sur la protection du chapitre 15 du code de la banqueroute, voilà, donc qui permet de protéger donc ce genre de compagnie pendant un temps. Et la banque donc a 1550 clients et 1900 comptes actifs. Hein, voilà, 1900 comptes actifs. Hein, parce qu'il y a également ce qu'on appelle les comptes dormants. Tu vois, c'est Merinos, tu vois, c'est Merinos Bank. oui, alors 51%, nous dit-on. Incroyable. 51% des capitaux sont dans les États-Unis, aux États-Unis. Et voilà. Et donc, il y a deux comptes américains qui avaient à peu près 300 millions sur les 585. Donc, on voit bien que les Américains sont les premiers en fait à mettre leur argent ailleurs, quoi. Voilà. Donc, elle a 560 millions de dollars d'obligations à payer, y compris 520 aux clients. Et c'est à la demande, hein, c'est-à-dire le retrait immédiat, quoi. Alors cela Donc c'est vous, intéressant de savoir où est passé l'argent, quoi. Dans une banque. c'est intéressant, effectivement, d'où cela vous prouve que les riches ont commencé à retirer leur argent pour le mettre ailleurs, et surtout pour acheter des métaux précieux. Ah bah ouais, là ils ont plus le choix, hein. De l'autre côté de la planète, en Russie, notre lecteur Monsieur Maréchal a vu que la banque moyenne russe Soudostroïtelny Bank, merci, a été mise en faillite pour fonds propres insuffisants, tout comme la Tchaverisky Bank. Cela suit le programme de Poutine qui a demandé à sa gouverneuse centrale de nettoyer tout le secteur composé de 800 banques et stopper celles qui cachent leur faillite. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas que les banques occidentales, hein, même les directeurs de banques russes, en fait, ont caché leur faillite, hein, certains. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a beaucoup de banques russes, enfin, celles qui sont en faillite, ont clairement un problème dû au fait, en fait, aux clients, hein, à leurs clients qui sont affectés par la baisse des cours du pétrole, hein, entre autres. Hein. Donc, ceci est venant de s'ajouter à tous les autres problèmes. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les banques russes, il y a les banques de l'Angola, les banques du Nigeria, les banques du Venezuela, qui risquent de tomber les unes après les autres à cause du pétrole. Hein, parce que tout ça, en bout de chaîne, ça se transforme au niveau de la banque. Voilà.
Le niveau de fonds propres de la banque, qui peinait depuis décembre à assurer les opérations de ses clients selon la presse russe, est passé sous 2% de capital et elle se trouvait dans l'incapacité de remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, a expliqué la Banque centrale dans un communiqué. Le régulateur a précisé que SB Bank avait mené une politique risquée en investissant dans des actifs de mauvaise qualité, ce qu'elle a ensuite dissimulé dans ses comptes. Ouais, un scénario qui est relativement classique quand une banque se retrouve dans cette situation. C'est la situation de la Société Générale, c'est la situation du Crédit Agricole, c'est la situation de la BNP, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces banques ont masqué leur faillite, je le dis, je le répète, depuis 2008, depuis le 20 février 2008, exactement. Voilà, on est aujourd'hui le 28 ou je ne sais pas quelle date. 25 février 2015, tu imagines. Voilà, ça a pris. Voilà le résultat de la planche à billets. Ça a permis de ralentir le truc, mais on voit bien que ça pousse, quoi. Ça, derrière, il y a une force irrépressible qui pousse toutes ces banques. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, qui ne trompe personne. Une banque du Caïman qui fait faillite, c'est énorme. C'est une première. Pour retrouver les débuts des soucis bancaires, les débuts des soucis bancaires russes, il importe de les mettre en relation avec la baisse organisée du cours du brut, ce que tu nous disais à l'instant. Lire ici l'article de janvier 2015 dans Moscow Times. Une autre banque russe est en train de tomber, selon l'article, et cette banque, c'est la Tavritcheski. Voilà, j'en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine. Alors, juste une précision, je n'ai pas pu faire la liste des licenciements de cette semaine, tellement il y en avait. Non mais attends, et puis j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais un peu fatigué là. Donc sans blague. Ouais. Non mais le problème c'est qu'avant je pouvais le faire, je pouvais quand même faire la liste. Mais là, je suis dépassé par la liste. C'est pas parce que je suis un peu là c'est un raz-de-marée littéralement et on se fout de nous. Je vois encore, j'ai vu ce matin les mecs sur je sais plus quelle télé ou peu importe, les mêmes crétins partout en train de nous dire oui le Standard & Poor's a battu des records. Mais oui, formidable, bien sûr, il y a que des morts. Et justement il y a un autre papier que tu vas nous donner qui est très intéressant. Justement tiens, c'est l'index Baltic Dry. Ça c'est très important. C'est très important parce que là, on voit bien la manipulation, l'escroquerie monumentale des banques centrales et de la planche à billets américaine. C'est indiscutable. Et d'ailleurs, je suis étonné que personne ne l'ait montré comme cela. Je suis le premier à le faire. Et moi-même, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Quoi, l'index Baltic Dry? Non, la comparaison des deux. Tu vas comprendre juste après. Okay. Ouais. Donc, en tout cas, pour finir, concernant donc cette île, ce paradis fiscal, aux États-Unis, c'est la Capital City Bank and Trust Company d'Atlanta qui a déposé le bilan en toute discrétion le jour de la Saint-Valentin et qui a été mis sous contrôle de la FDIC. Vous remarquerez que dans son nom, on trouve confiance. Capital City Bank and Trust Company. Vous notez la aussi compagnie de la confiance, tu vois, en faillite, mouru, tac. Vous notez aussi que c'est le parfait symbole de la superbe reprise économique aux États-Unis que les médias vous expliquent à longueur de temps. Ce qui, rien que pour 2015, nous donne déjà 3 banques américaines mourues juste en 45 jours. La Capital City Bank and Trust Company Atlanta, la Highland Community Bank Chicago et la First National Bank of Crestview. Énorme. Voilà. Donc, mais on nous parle de la reprise, Oui, comme de toute façon, c'est toujours le même discours depuis 7 ans maintenant. Alors, l'index Baltic Dry contre l'index Dow Jones ou l'escroquerie de la Fed prouvée par les index. Après le très voyant 666, après l'alarmant 530, voici que l'index des marchandises circulant sur mer vient de battre un nouveau record, 513 points, que vous pouvez voir ici sur le site de Bloomberg. Oui, c'est très important d'aller voir ce graphique, parce que ce graphique, c'est un historique de l'index Baltic Dry. Alors, je vois pas très bien l'année, tu le vois, toi, ça remonte jusqu'à quand? À 85, voilà. C'est ça? Oui, 1985, de 1985 jusqu'à nos jours. Voilà. Et on voit bien l'explosion phénoménale qui a eu lieu dans les années 2005 jusqu'à 2008. Et on voit l'effondrement. On voit une courbe, mais alors c'est la chute. Mais c'est la chute brutale, mais terrible de l'ensemble du commerce. Et là, on voit bien que tous ces gens, tu vois là, cette graphique-là, cet espace, c'est tous les chômeurs. Tout ça, c'est les chômeurs. Parce qu'avec tu imagines les gens qui étaient employés pour arriver à faire circuler, pour aller jusqu'à quasiment 12 000 points. On est tombé de 12 000, écoutez bien, de 12 000 points sur l'index des marchandises circulant sur la mer et les océans, sur les 7 mers, on va dire, à 500. Je crois que le plus bas qui a été touché, c'était il y a 4 jours, c'était 503, je crois. Ou 508. Comme quoi les exportations, importations, circulant sur mer, c'est énorme. De 12 000 à 508. Je rappellerai c'est énorme.
aux auditeurs que l'index de Baltic Dry, pour toi, est capital depuis le début. 2008, je me rappelle que tu y faisais référence parce qu'il est symptomatique de la bonne santé Tu des peux pas le échanges bidonner. commerciaux. Tu peux pas le bidonner de la même façon que tu ne peux pas bidonner le nombre de ventes de pneus. Hein, de la même façon qu'on ne peut pas bidonner le nombre de ventes de matériel Caterpillar, on va y venir, et de la même façon qu'on ne peut pas bidonner la consommation d'énergie des Français, des Espagnols, des Américains, des Chinois. Voilà, c'est tout, c'est bête, c'est comme ça. Parce que quand tu vois ce graphique, tu vois bien que derrière il véhicule avec lui une consommation d'énergie, hein, pour arriver à 12 000 points, Bien sûr. une consommation électrique absolument phénoménale, Le pétrole, l'emploi, l'emploi qui va avec, tout va avec. Et là, on voit bien que, indépendamment que les médias nous mentent, littéralement, hein, on voit le mensonge, c'est le graphique du mensonge, ce graphique, finalement. Le Baltic Dry, qui aurait cru? Monsieur Chouinard souligne qu'avec déjà 11 raffineries de pétrole fermées aux USA depuis le début du mois de février, 11 raffineries fermées depuis le début du mois de février. L'index ne va pas s'améliorer, loin de là. La même chose au Nigeria, au Canada, sur les côtes africaines, au Venezuela. Bref, chez tous les producteurs de pétrole qui, sans parler de la baisse des prix, ont dû intégrer la baisse de consommation de carburant due à la violence de la crise économique. Les chômeurs ne prennent pas leur voiture aussi souvent que quand ils travaillaient. C'est QFD. Et là, vous voyez clairement ce que la planche à billets de la Fed arrive à faire. À savoir, faire croire au monde entier que Wall Street est florissant alors qu'en réalité, le commerce mondial est tombé à son plus bas niveau. En effet, il est impossible de mettre des faux conteneurs sur des faux paquebots, même si vous avez de la fausse monnaie, juste pour faire monter le Baltic Dry. Voilà. T'es d'accord avec moi? Ah oui, c'est transparent là pour le coup. Tu vois, mais c'était sous notre nez quand même depuis des années. Hein, mais j'ai pas été foutu de le formaliser. Et d'ailleurs, personne n'était vraiment foutu de le formaliser, clairement. Pas le Baltic Dry, pas les conséquences qu'on soit bien clair. Hein, pas les conséquences du Baltic Dry. C'est de mettre en correspondance l'index de Jones ou à l'index du Baltic Dry. Voilà. Et là, on voit bien, c'est très net, c'est clair, c'est de la supercherie, c'est du mensonge absolu d'État. Hein. Tous les Sarkozy, Hollande y ont participé, mais massivement, y compris les Anglais, tout le monde, hein, pour faire croire que... Mais ils ne peuvent pas dissimuler la liste des chômeurs. Ils ne peuvent pas dissimuler la consommation électrique des Français. Hein. Et surtout, excuse-moi, j'ai oublié un autre truc tout à l'heure, un truc qu'ils ne peuvent pas bidouiller, et j'ai encore le chiffre en tête parce que je l'ai donné il y a 2 mois avec Lisandre ici, c'est la baisse des marchandises transportées par ferroviaire, par train, qui est en baisse de quasiment 30%. Voilà, 30%, tout est dit. Alors, il y a un élément important depuis un mois maintenant que tu n'es pas venu, c'est effectivement l'élection du parti Syriza en Grèce. Alors là aussi, je suis très intéressé de savoir comment toi tu as suivi cette affaire, ce que tu en as pensé, parce que ça a été un peu un raz-de-marée dans l'information de ce que cela promettait à travers les différents peuples européens, en Espagne chez les Pigs d'une manière générale, en France bien évidemment, et de voir à quel point Juncker, puisqu'on parle de paradis fiscal, est monté quelque part sur ses grands chevaux en disant mais finalement la démocratie... Il les avait prévenus, hein. J'avais donné une information ici juste avant le vote, il avait menacé le peuple grec des pires représailles s'il votait mal, s'il votait Syriza. Ils ont voté Syriza. Hein, voilà. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'on voit un grand patron, un grand dirigeant politique européen menacer un peuple quand même. Hein. Hein, c'est le mec qui respecte les élections, tu vois. On voit bien que c'est un truc fasciste, hein, qui est installé là en Europe. Oui, il l'a bien dit. Hein. Les peuples peuvent s'asseoir sur la démocratie. Ils peuvent voter ce qu'ils veulent, ils s'en tapent. L'Union européenne décide pour les peuples d'Europe. Ouais. Et alors c'est intéressant puisqu'on parle de paradis fiscal, puisque Juncker a été Premier ministre au Luxembourg et qu'il a trempé dans une affaire assez glauque, 350 multinationales qu'il a permis d'éviter de payer des impôts, donc voilà. C'est pas spécialement nouveau, non, simplement pour revenir sur la Grèce, sur Syriza, je vois pas la... Syriza trahit le peuple grec. Si tu veux lire un bout, parce que je le vois pas. Ah, il est là. Si tu veux lire un bout, puis je vais te le commenter. Alors, juste une chose. Ce qui est très intéressant du fait, on a retrouvé donc notre crise de fou rire qui concernait justement mon retour de Grèce en 2012. Oui. Hein, et à l'écoute des informations qu'on donne ensemble à la radio, c'est intéressant parce que déjà on avait 3 ans d'avance. On parlait déjà de la liste Lagarde. C'est quand même incroyable. Déjà, oui. Et on donnait déjà du délabrement total du système économique grec. Les informations sont plus que jamais à jour. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait les répéter aujourd'hui, ça changerait strictement rien, quoi. Sauf que c'est encore pire aujourd'hui qu'à l'époque. C'est absolument étonnant. Hein, voilà. Donc, vas-y si tu veux le... Eh bien alors, voici 15 jours, tu avais donné ton diagnostic sur Varoufakis, le ministre des Finances de Syriza.
Un universitaire qui croit parler un anglais courant, qui s'adresse à ses interlocuteurs comme s'ils étaient des élèves de première année et qui n'a vraiment pas compris à qui il avait affaire à Bruxelles. Eh bien, il s'est couché, le Varoufakis, nettoyé, explosé façon puzzle, car tout ce qu'il a vraiment obtenu, ne riez pas, est que le mot troïka soit remplacé par institution, celui de mémorandum par accord et créancier par partenaire, mort de rire. Comment dit-on brave garçon en grec déjà? C'est vrai, mais c'est vrai. C'est la stricte vérité. Oui, en plus. Alors nous, en France, on a quand même fait bien mieux. Comme par exemple avec plan de licenciement remplacé par plan de sauvegarde de l'emploi. Bah oui. Pas du tout agressif dans l'image que la phrase véhicule en elle. C'est très important l'image envoyée dans votre cerveau par un ou des mots. Vous voyez par exemple esclave, pas du tout la même chose si on le remplace par auto-entrepreneur. Bah oui. Bref, pour Varoufakis, pardon, il fallait donner un message différent à véhiculer aux masses par les médias grecs afin de masquer son échec, car il s'agit bien d'un échec colossal. En effet, Varoufakis s'est couché sur... Petit 1, il était hors de question que le FMI continue à s'occuper de la Grèce pour Syriza. Eh bien, il est maintenant d'accord pour que le FMI continue à mettre son nez dans les négociations. Petit 2, le chantage des Allemands a marché. À savoir, vous n'aurez pas vos milliards si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Mettez les banques grecques sur la paille en 24 heures. Varoufakis a dit oui, maître. Ya. Et petit 3, il a promis de ne rien changer aux mesures d'austérité alors que Syriza a été élu pour ça, justement, pour les balayer. Ça c'est énorme, ça c'est absolument énorme, et ça va leur exploser à la figure. Ça c'est, non mais c'est terrible pour Syriza, c'est terrible pour Mélenchon surtout. Hein, Mélenchon qui s'est répandu sur tous les plateaux télé en disant la victoire de Syriza, il s'est attribué littéralement la victoire de Syriza, c'est marrant, en disant si ça s'est passé en Grèce, ça peut se passer en France. Et j'en suis le porte-parole. Voilà, sauf qu'il n'a pas bien compris que c'est pas sur lui que ça va se passer, c'est sur Marine Le Pen. Mais ça c'est une autre histoire. Hein. C'est marrant Mélenchon, hein, il y a des choses qu'il veut pas voir, hein, c'est vraiment étonnant. Bref, mais ce qu'il ne veut pas voir, c'est que là, on n'a pas eu de ses commentaires non plus hein, sur le fait que Syriza se soit couché. Hein, il n'a pas participé aux négociations, paraît-il, mais peu importe, c'est lui qui a mené les négociations pendant plus de 8 jours. Hein, donc à un moment donné, les Européens ne voulaient plus le voir en peinture. Ils ne le supportaient pas, parce qu'ils ne supportaient pas sa façon de parler anglais. Ça leur donnait des maux de crâne. C'est un peu bête quand tu négocies, tu vois. Les mecs, il faudrait quand même que vous envoyiez des mecs qui parlent. Cela dit, nous on n'est pas mieux avec nos. Hein en tout cas pour ma part. Non, mais je parle pas de toi, je parle des gens qu'on envoie, si tu veux, pour négocier, défendre la France. Je veux dire, les intérêts économiques de la France. Attends, tu envoies des mecs qui parlent pas anglais alors que toutes les réunions se font en anglais. Tu leur fais signer n'importe quoi, mec. C'est génial. C'est sûr, vu dans ce sens-là, sous cet angle. Alors, les réactions à Athènes n'ont pas traîné. Bah oui. Monsieur Arfeuil a vu que Manolis Glezos, célèbre député Syriza au Parlement de Bruxelles, a demandé pardon aux Grecs pour cette trahison. Oui, on le voit effectivement. Donc voici ce qu'il a écrit sur son blog. Ah oui, non, mais c'est absolument énorme. On va peut-être pas tout lire, hein, mais il dit au lendemain des élections d'une seule loi, nous abolissons la troïka et ses effets. Un mois est passé et cette promesse n'est toujours pas transformée en acte. Dommage, encore dommage. Pour ma part, je demande au peuple grec de me pardonner d'avoir contribué à cette illusion. Illusion. Énorme. C'est énorme. Ça, là, déjà, au sein de Syriza, ils sont déjà en train de se battre. Hein. Alors j'aimerais, alors je ne sais pas si c'est en même temps précisé dans les points suivants parce que l'article est relativement long. Il y a Monsieur Arfeuil qui traduit. Ah mais c'est très intéressant. Non, oui, absolument, il a raison. Hein, il l'a très bien fait. Je vais pas réécrire ce qu'il a très bien fait, bien mieux que moi d'ailleurs. Alors voici ce qu'il nous dit donc, Monsieur Arfeuil, chiffre Eurostat publié le jeudi 22 janvier. Dette publique de la Grèce 315 milliards d'euros. Milliards, voilà. Soit 176% du PIB. En clair, la Grèce est en faillite. Or, que lisons-nous aujourd'hui? L'autre élément important, c'est que la BCE, puisqu'un accord a été trouvé, va pouvoir réintroduire la dérogation qui permettait aux banques grecques de se refinancer normalement à son guichet en utilisant les dettes d'État comme collatéraux, autrement dit comme garantie. Ah, je traduis. Ça veut dire, chers auditeurs, que vous prenez votre lavabo, que vous l'apportez à la Banque Centrale Européenne, elle va l'accepter en garantie de la dette grecque.
Voilà. Hein, vous ramassez tous les trucs qu'il y a dans la rue, vous les apportez à la BCE à Bruxelles, à Francfort, là, c'est bon, ils acceptent. Ils ont garantie de la dette grecque, c'est formidable. Hein, c'est vraiment Ouais. ça. Hein. Ceci Ouais. permettra in fine à l'État de financer une partie de ses besoins par l'émission des bons à court terme. Ah, à très très court terme. Hein. Ouais. Dans les 4 mois qui viennent, voici ce qui va se passer. Ah, ça, c'était la tribune, hein, c'est un court extrait de la tribune. D'accord. Donc, Petit 1, la Grèce est incapable de rembourser quoi que ce soit. Absolument. Petit 2, la Grèce va quand même continuer à émettre des obligations d'État. Petit 3, les banques grecques vont quand même acheter ces obligations d'État. Petit 4, ensuite, ces banques vont refourguer ces obligations d'État à la BCE comme collatéraux. Petit 5, la BCE va quand même accepter ces obligations pourries et elle va quand même continuer à prêter des milliards d'euros aux banques grecques. Oui. Petit 6, la Grèce va continuer à se surendetter. De toute façon, elle ne remboursera pas sa dette, c'est clair. Et petit 7, en Grèce, les européistes vont continuer à empiler des caisses de dynamique par-dessus les caisses de dynamique déjà existantes. Exactement. Alors, oui. Stop. Attends, tu peux nous trouver un air de Sirtaki parce que là, il nous faut au moins 5 pour continuer. C'est très important cette phrase. J'aime beaucoup l'image que Monsieur Harfeuil a utilisée. C'est quand même mieux que tu vois, c'est aussi bon que remplacer plan de licenciement par plan de sauvegarde de l'emploi. C'est dans l'image. Alors, il dit en Grèce, donc, les européistes vont continuer à empiler les caisses de dynamite par-dessus les caisses de dynamite déjà existantes. Quand tu sais que le Parthénon d'Athènes, la raison pour laquelle il a explosé, tu sais pourquoi il a explosé? Parce que les Turcs y avaient entreposé de la poudre quand ils avaient envahi la Grèce. Et ça a explosé, c'est pour ça que le Parthénon, je veux dire, un bout est manquant au milieu, hein, on voit bien. Mais malgré ça, il tient encore. Tu imagines? C'est turc, c'est vraiment la plaie, quoi. Non, mais pour détruire le Parthénon, il faut être bête. Hein. Oui, voilà, c'est très bien. Alors, donc, Monsieur Harfeuil, alors vas-y, continue. Excuse-moi, j'avais lâché. Alors, Monsieur Harfeuil traduit parfaitement tes pensées et il nous dit en conclusion, encore 4 mois à empiler des caisses de dynamique supplémentaires, encore 4 mois de fuite en avant, ce qui nous met à rouler tambour, sonner trompette. Fin juin 2015, Allez. Au début des vacances de juillet, si on prend 15 jours de négociation de plus, donc comme d'habitude, c'est comme cela qu'on est bon politique manipulateur en repoussant tout en juillet ou août, ou bien dans la dernière semaine de décembre, au mieux sur le 2 ou le 3 janvier quand le peuple est en vacances. Ouais. Cela dit, le peuple grec n'est pas dupe, et selon les derniers chiffres, 1 milliard d'euros ont été retirés des banques pour la seule journée du vendredi, qui s'ajoute aux 20 autres milliards déjà sortis des comptes depuis décembre, lire ici le Capital, merci à Confucius. En clair, en Grèce, rien n'a été réglé et tout sera repoussé à fin juin si les Allemands disent « Ja !» ce lundi. Le tic-tac... Ils ont dit. Donc c'est repoussé. Voilà. Ok. Voilà. Le tic-tac ferait juste une pause de 4 mois. Le seul souci est... Les Grecs accepteront-ils d'être bernés à ce point par ceux qu'ils ont mis au pouvoir? L'extrême gauche peut-elle jouer avec les capitalistes libéraux pour qui seule la dette par esclavage compte? Alors que Syriza a promis de briser le joug de l'esclavage par la dette. Bah oui. Sachant qu'en cas de sortie de la Grèce, 330 milliards d'euros seront perdus pour les pays européens, dont 70 milliards pour les banques French, l'accord sera forcément voilà. trouvé. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, l'accord a été trouvé. Voilà. 70 milliards, je pense qu'on est en dessous de la vérité. Oh, tu peux continuer, hein, parce qu'on est encore un peu sur la Grèce. Hein, voilà. Donc les banques françaises, c'est une question de survie, littéralement, surtout en ce moment. Quand tu vois que des banques des îles Caïmans explosent, tu peux pas te permettre de laisser à tes portes les banques grecques exploser. Hein, voilà. Et en l'occurrence, Syriza, toutes les promesses de Syriza sont balayées. Une en particulier, je tiens à le rappeler, c'est très important. Syriza a été élu, et c'est pour ça que il a remporté toutes ses voix, parce qu'en fait, techniquement, ce qui s'est passé avec Syriza, il s'est passé la même chose avec François Hollande. Et Hollande a été élu par la haine de Sarkozy. Tous ceux qui ne supportaient plus de voir Sarkozy, hein, ces gesticulations ont voté Hollande. Oui, on se souvient, moi, président. Attends, là, Aube Dorée, les gens d'Aube Dorée sont en tôle. C'est quand même le 3e vote du pays. Hein, c'est le 3e parti du pays, il ne faut pas l'oublier. Bien que les mecs soient derrière les barreaux. Rappelons-le, c'est très important. Mais la grande majorité a voté Syriza parce qu'ils ne pouvaient pas voter Aube Dorée. D'accord? Donc c'est un truc qui va très mal se finir pour Syriza. Et je finis je referme le tiroir. La promesse électorale sur laquelle ils ont été élus, c'est soins gratuits pour tout le monde. Attention,
soins gratuits pour tout le monde. Parce que là, en ce moment, les Grecs ne peuvent absolument pas se soigner. Si tu n'as pas une assurance, si tu bosses pas, tu meurs, tu crèves dans la rue. Voilà la réalité. C'est le système américain qui leur a été imposé, la Troïka, machin, le FMI et tout le merdier. Voilà. Et c'est ce qui nous attend en France d'ailleurs au passage, hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et donc ils ont été élus avec cette promesse. Ils ne la tiendront pas. Alors, j'aimerais te poser une question, parce que je trouve ça quand même assez hallucinant. C'est comme si, pour reprendre Hollande, donc on se souvient de moi président, et puis on se souvient quand il était à la City, bref. On voit là, en l'occurrence, Syriza, Varoufakis, et le souhait, le désir qu'ils ont réellement de pouvoir retrouver leur indépendance, et puis d'être, j'allais dire, ne serait-ce que réaliste, à savoir, cette dette jamais ne pourra être remboursée, donc arrêtons les frais. Or, on voit là qu'ils se plient à ce que dit Bruxelles. Alors, je ne comprends pas une chose. Comment des gens lucides, qui voient réellement comment cela se passe dans les intrications au niveau de Bruxelles, qui voient à quel point ils sont soumis à l'esclavage. Comment se fait-il qu'ils baissent pavillon à ce moment-là précis, comme Hollande qui arrive au pouvoir et qui finalement ne fait que d'accueillir différents partenaires, je dirais, pour aller dans le sens c'est pour ça qu'il a voté Bruxelles. le 49.3, hein, c'est pour ça qu'ils ont utilisé le 49.3 là. Voilà. Mais la raison pour laquelle c'est tout simple, hein, c'est que si les Grecs ne signaient pas l'accord, si Syriza ne signait pas l'accord, le lendemain, panique bancaire totale en Grèce. Voilà. Déjà, sachant qu'il y avait plus de 20 milliards d'euros qui ont été retirés depuis décembre et janvier. 20 milliards. Les banques, toutes les banques grecques ont fait appel au système de financement d'urgence qui lie en fait la banque centrale grecque à la banque centrale européenne. Donc elles peuvent leur donner des liquidités pour que les gens puissent avoir leur billets. Mais sinon, c'était fini. C'était immédiatement panique bancaire. Voilà. Et les gens de Syriza savaient très bien qu'ils avaient ça. Bah oui, mais il fallait le dire. Mais c'est comme Hollande, il a été élu sur des fausses promesses. Mais je pense qu'ils étaient certainement conscients de la situation. Mais c'est des communistes, attends, c'est des trotskars. Syriza, c'est quoi? C'est une assemblée de petits partis d'utopistes, de punk à chiens divers et variés, tu vois, d'utopistes, marxistes, trotskistes, tu vois, les mecs, ils vivent encore 50 ans en arrière, tu vois. Voilà. Mais Ils vivent dans une illusion, et là, ils ont été confrontés à la dure réalité. Mais la réalité qui est elle-même, sauf que la réalité, elle est elle-même une illusion, puisque de toute façon, cette dette ne pourra jamais être remboursée, jamais. C'est comme si j'avais emprunté à Cofidis, que de toute façon j'étais surendetté. Au bout d'un moment, on va voir la Banque de France. Mais Laurent, tu as raison. Mais tu as raison, mais c'est ce qu'on. Attends, n'oublie pas, je veux dire, tu suis l'actualité avec moi depuis pas mal d'années. Tu sais pertinemment que les Américains sont dans une situation infiniment plus dure. Oui, tout à fait. Ils ont quasiment 20 trilliards. 20 000 milliards de dettes qu'ils ne rembourseront pas. Mais le système médiatique veut il est vital de pointer comment dire, toute la lumière, les projecteurs sur la Grèce pour ne pas qu'on s'occupe de ce qui se passe aux États-Unis. C'est tout. C'est pas nouveau. Mais Varoufakis, Syriza savent bien que de toute façon cette dette ne pourra jamais être remboursée. Varoufakis, attends, quand j'étais à Athènes, déjà à l'époque, en 2012, je me souviens que j'avais contacté le service de presse de Syriza pour voir l'élu actuel. Voilà. Et en fait, son attaché de presse m'avait dit qu'il était en déplacement à Berlin. Il faisait des allers. Et en fait, d'autres journalistes grecs m'ont confirmé qu'il passait son temps à faire des allers-retours à Berlin, déjà. Donc, il n'a jamais été question pour lui de sortir de l'euro. Donc, soit tu dis je sauve mon pays et je sors de l'euro parce que c'est la seule possibilité. C'est ce que je dis voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sors de l'euro parce que c'est un truc qui va te détruire. C'est un truc bancal qui va te détruire. C'est fait pour masquer en fait la faillite des Américains. C'est pas nouveau. C'est le premier qui tombe. Les Américains feront tout. Ensuite, ils font tomber l'euro pour masquer la chute de leur dollar. Sinon, ils vont déclarer la guerre. Rappelle-toi, tous les bons du trésor que les Américains vendent chaque semaine, un pays en guerre n'est pas tenu de rembourser ses dettes. Voilà. Et pourtant, Syriza avait obtenu une main tendue de la part de la Chine et de la Russie pour ce qui est des finances. Il y a quand même beaucoup de points, et n'oublie pas qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Il n'a pas la majorité au Parlement. Obdoré a quand même obtenu 16%. Ils ont quasiment autant de députés qu'en 2012. Ils ont autant de députés qu'en 2012. Tu te rends compte? C'est quand même extraordinaire.
Donc, il n'a pas la majorité, il ne peut pas piloter, il est obligé de faire des accords. C'est exactement ce que Hollande a vécu. Sa loi, Macron n'est pas passé, hein, parce qu'il n'a pas la majorité, il a même des frondeurs chez lui. Voilà, c'est la même chose. C'est une situation très... Tout ça, ça va très mal se terminer en Grèce. Tu ne peux pas promettre aux gens des soins gratuits, tu ne peux pas promettre aux gens, c'est la fin de l'austérité, demain vous m'élisez. Tu vois, ça me rappelle la chanson d'Alice Cooper, Elected. Hein, Elected, tu vois, c'est vraiment, les mecs, en plus c'était à propos de Nixon, tu vois, le mec qui a mis en place la planche à billets, tu vois. Elected, tu promets n'importe quoi, et une fois que tu es élu, paf, hein, bras d'honneur, tu vois. Voilà, ben c'est l'extrême gauche, hein, vient de s'illustrer. Et Mélenchon fera exactement la même chose. Mélenchon est même pire que les mecs que Tsipras. S'il est élu, il sera pire que Tsipras. Tsipras encore, il a vraiment une ouverture, le mec. Il a une ouverture intellectuelle. Mais Mélenchon, non. En économie... D'accord. Donc la Grèce n'a pas de solution. Soit elle explose, soit Elle sort de la Grèce. non, mais soit les Grecs se transforment en esclaves jusqu'en 2032. Hein. Ils remboursent leurs dettes en 2032. Jusqu'à là, c'est esclavage. Voilà. Ils vont vendre les meubles, hein, les lavabos, comme tu dis, hein, genre, il va rien leur rester, quoi. Mais il ne leur reste rien, ils ont déjà vendu les plages. Hein, on a donné, rappelle-toi, on donnait les Oui, listes oui, oui. des Les plages à stades, vendre grecques. les musées, les ports. Voilà, ils ont vendu le port du Pirée aux Chinois, je crois. On l'avait donné, ça, c'était en 2010. Hein. Et rappelle-toi, la Grèce avait déjà posé un énorme problème. Hein, mais simplement, il a été décidé au plus haut niveau européen et américain d'empêcher l'explosion de l'euro par la Grèce. Donc, par tous les moyens, et on les transforme en esclaves et on se fout des conséquences du moment que l'euro ne bouge pas. Sinon, c'est l'explosion dans tous les pays. Il n'y a plus d'euros. Il n'y a plus d'euros. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus d'euros, il n'y a plus de dollars, il n'y a plus rien. Non, mais c'est important de comprendre ça. Hein. C'est très important. Tiens, justement, si tu veux bien lire celui-là, Je vois pas. Ma cracotte. Ma cracotte pour une monnaie saine. Hein, pendant que tu la retrouves. Hein, voilà. Alors ça c'est de la semaine du 16 février. Alors écoutez bien, vous avez tous les liens sur quotidien.com. La situation de l'Europe se dégrade à toute vitesse. Et là, on parle même pas de la Grèce, hein. On est d'accord. Surfant sur la décision de la Banque Centrale Européenne d'imprimer pour 1000 milliards de monnaie de singe, d'assignats, la Banque Centrale de Suède, écoutez bien, la Banque Centrale de Suède a décidé de se battre à armes égales et de souquer afin de soutenir comme elle peut la parité de sa monnaie. Donc le Chris Prolls. Et bien sûr de remonter le cours des actions. Une bonne planche à billets made by Waza. Hein. Il n'y a que ça de vrai finalement pour donner l'impression que tout va bien quand tout s'écroule. Hein, voilà. Et donc vous avez une très belle... voilà. Beau dessin. Voilà, vous avez... Alors, le Reuters écrit que le Chris Prolls a touché un plus bas de 6 ans face au dollar, tandis que, à l'inverse, la bourse de Stockholm a atteint en séance un nouveau record, tu vois, après la décision surprise de la Banque centrale du pays de lancer un programme d'assouplissement quantitatif. Reuters n'utilise pas le terme planche à billets, monnaie de singe, c'est déplacé. Non. C'est caca. C'est caca. C'est caca. Pipi caca. Et de faire passer son taux d'intervention en territoire négatif. La Riksbank donc a abaissé son taux de prise en pension de 10 points de base à moins 10%, à moins 0,10%, pardon. L'Institut d'émission a annoncé par ailleurs qu'il allait racheter pour 10 milliards de couronnes, 1 milliard d'euros donc par mois d'obligations d'État à déchéance à 1 à 5 ans. Voilà. Traduction, hein, parce que tout charabia doit être traduit en langage très simple, hein, c'est notre spécialité ici. La Suède imprime du PQ pour racheter entre autres ses propres bons du Trésor. Voilà, tout simplement. Félicitations à tous les PQ. Il faudrait installer une fête du PQ. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais parce que d'un côté ils osent pas le dire. Hein. Planche à billets, caca, non il faut pas le dire. Mais ils font du PQ. C'est surréaliste. Non mais tu sais, on est dans un truc mais total délire, tu vois. C'est total délire. La Banque de Suède. La Banque de Suède. Attends. C'est énorme. Et là, attention, cela risque d'avoir un effet ricochet sur la couronne norvégienne. Celle-ci est la monnaie refuge de tous les épargnants sioux qui ont déposé une partie en Suisse et une autre en Norvège. Si la Banque centrale de Norvège se lance elle aussi dans la fabrication de PQ au kilomètre, eh bien, on pourra dire qu'il n'existe plus aucune place au monde pour mettre son épargne à l'abri, hormis dans la pierre et les métaux précieux en physique évidemment. Alors, post-scriptum, remarquez la perversité absolue des traders suédois. Leur banque centrale imprime de la monnaie de singe et ils la saluent
en raflant tout ce qu'ils ont pu. Ouais. On vit dans un monde totalement fou où toutes les valeurs sont inversées. C'est comme si, victime d'un attentat islamiste sanglant, la police danoise avait donné une fête géante pour célébrer la chose. Oui. Dingue. Et si Waza mettait dans ses emballages des cracottes en papier en les faisant passer pour des vrais, bah oui, tant qu'on y est. Mais oui! Non mais attends, c'est incroyable. Je ne comprends pas que les journalistes économiques trichent à ce point. Hein, je ne comprends pas. Imaginez que quand vous êtes, quand vous jouez par exemple à une partie de Monopoly. Hein, donc vous avez un montant limité et vous avez un joueur, hein, parce que le banquier n'est pas censé jouer, je précise, hein, dans les règles du Monopoly, le banquier ne joue pas, hein, il gère les fonds, hein, il est indépendant, hein. C'est vrai, C'est drôle, c'est hein, vrai, ouais. il est indépendant, hein, voilà. Mais là, vous avez un joueur qui, dès qu'il n'a plus d'argent, en imprime, hein, et est tout seul dans son coin et il rachète. Bien entendu, il rachète les la rue rues, de la Paix, il rachète les tous hôtels. les trucs, et puis finalement, à la fin, il a racheté le monde. Mais c'est fondamentalement injuste. On viole toutes les règles. Et ce sont nos politiques qui sont les plus grands tricheurs, parce qu'ils acceptent cette politique monétaire des Américains. C'est ça le plus dramatique dans cette histoire, tu le vois bien. C'est ça le plus affreux. Attends, je regardais encore, j'ai vu quelque chose d'absolument qui m'a choqué. Déjà que Western Union, si tu veux, a pris toute la place prépondérante en Europe, en France, en Espagne. Hein, Western Union, tu vois, c'est que les enterrements des Français soient taxés entre guillemets par une boîte du Texas. Hein, chaque enterrement, je sais plus quelle boîte PFG ou je sais pas laquelle, prend sa dîme, hein, elle prend sa commission dessus. Tu vois, il n'y a pas de petit, il y a pas de sous-métier, hein, comme on dit. Voilà. Et là, je regardais une affiche dans le métro tout à l'heure, je voyais Ticketmaster. Et pour moi, Ticketmaster, c'était le grand vendeur de billets de concert, de théâtre aux États-Unis. Je suis venu, tiens, qu'est-ce qu'ils font là en France maintenant, Ticketmaster? Je dis, bah oui, mais suis-je bête, hein, avec la mionnette singe, tu rachètes tout, hein, t'arrives. Hein. Moi, je rappelle simplement aux vendeurs de motos, par exemple, hein, puisque Peugeot a vendu, Peugeot, ne l'oubliez pas, ils ont été obligés de vendre l'usine de scooters, hein, je sais plus qui, aux Chinois ou aux Indiens. Mais Harley Davidson a été sauvée par la planche à billets américaine. La Fed leur a donné 200 ou 300 millions de dollars en 2008. On a donné cette information rappelle, oui. tous les deux, hein, à cette antenne. Tu te rends compte? Je veux dire, n'importe quelle entreprise française, on pourrait la sauver. On fait une planche à billets, on la sauve. Eh ben non, Alcatel, pardon. Alstom a été viré. Hein, tous les gens au chômage. Peugeot, viré. Hein, et pourquoi d'ailleurs Peugeot? Les Américains sont en train de nous bouffer. Les politiques sont en train de se goinfrer. Hein, et regardez bien comment ils remercient les politiques. Les Français. Politiques français. Comment ils sont remerciés? C'est très intéressant. Quand ils ont perdu les élections, c'est très intéressant d'ailleurs. Alors qu'ils parlent un anglais assez moyen, c'est plus que moyen même, ils se retrouvent à donner des cours dans des grandes universités, à Yale, à Harvard, des cours, Des conférences. non, des cours surtout, à des élèves américains. C'est intéressant, non? Hein? Voilà, tout est dit. Notre invité. Parce que Bah, on va jusqu'à 15 heures, hein, il est un peu en avance. Donc on a D'accord. encore on a encore. Tiens, alors justement, la Finlande vend des bons du trésor à taux négatif. C'est juste en dessous. Là, parce que là, on était à la Suède, donc allons voir les Finnois. Hein, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On voit bien que le cancer se propage dans toutes les banques européennes. Là. C'est très net. Hein. Dans la série des aftershocks majeurs, après les 2 tremblements de terre financiers, Suisse et BCE, la Banque centrale de Finlande, capitale, Helsinki, note, il est très tard dans la nuit, hein, a décidé Helsinki, ça veut dire l'enfer s'enfonce. a décidé de faire payer tous ceux qui achèteront ces bons du trésor. Techniquement, cela veut dire garer son argent sur une place sûre, genre à la Bundesbank, et comme le remarque l'Express belge, à ne pas confondre avec le nihilissime Express French, la Finlande est devenue cette semaine le premier pays de la zone euro à émettre des obligations d'État à 5 ans avec un taux d'intérêt négatif. Concrètement, cela signifie que ceux qui prêtent de l'argent pour 5 ans aux Finlandais leur verseront en plus de cela un intérêt de 0,017%. Stop. C'est vous qui allez payer. Enfin, je veux dire, si c'est vous qui mettez, ouais, voilà, c'est vous qui allez payer cet intérêt à la banque, et c'est pas la banque qui va payer cet intérêt pour vous, à vous, pardon. Non mais c'est énorme, L'émission a été sursouscrite une fois et demie sa valeur. énorme. Outre la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas ont aussi émis des obligations à taux d'intérêt négatif, de même que la Suisse. Cependant, la Finlande est le premier pays à réclamer un intérêt sur des obligations à moyen terme.
En outre, le géant alimentaire suisse Nestlé émet lui aussi désormais des obligations avec des taux d'intérêt négatifs. Vous pensez que cela ne vous concerne pas? Que nenni! Bientôt, ce sera votre tour. Votre banque vous fera payer la garde de vos économies. Quand vous pensez que tout cela est le résultat des milliards de yens, dollars et livres injectés dans le système financier depuis 2008, vous commencez à réaliser l'étendue du désastre. En fait, c'est le début de la hyperinflation. Ben oui. Sous Weimar, les gens dépensaient l'argent le plus rapidement possible de peur de perdre encore plus. Et bien là, on y va. Doucement, mais on y va. Lire ici l'Express, et merci à monsieur De Brouwer. Bienvenue à Helsinki. Non, Tout mais simplement, voilà, c'est... qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est complètement fou, quoi. Je veux dire, là, non, mais c'est génial. Alors tiens, justement, si tu peux regarder, parce qu'il y a un lecteur qui nous a donné, une capture écran de son. Alors, je sais plus dans quelle banque il est. Je crois qu'il est à la Nef. Euh, voilà, c'est vraiment. C'est vraiment intéressant ça. Donc en fait ils ont ING, c'est ING, pardon. Si tu peux faire une recherche sur ING. Ça c'est quand même absolument étonnant. ING donc je l'ai. Tiens. Tadam. Vas-y, oui. Alors ING réinvente la banque. Tu sais leur pub là, réinventons la banque. Tu sais parce que les mecs ils étaient tellement cons, ils avaient rien compris au fonctionnement de leur propre banque. Donc ils disent aux gens réinventons la banque. T'as déjà, ça prouve qu'ils prennent les gens pour des cons. Hein, voilà. Bref, donc ING réinvente la banque et vous donne un taux de 0,20%. Voilà. Donc c'est notre lecteur qui m'a envoyé ce message reçu d'ING suite à une question qu'il a posée le 2 décembre 2014. Alors je vous lis la réponse de ING réinventons la banque. Cher monsieur, cher indice niqué, on pourrait dire ça comme ça. En raison de la baisse du taux d'intérêt du marché, ING adaptera les conditions du livret vert ING à partir du lundi 16 février 2015. À partir du 16 février, les taux suivants seront applicables, blablabla. Taux de base de 0,20 au lieu de 0,30 précédemment, plus taux de la prime de fidélité de 0,1%. Ah, donc ça, c'est inchangé. Bref. Ce qui est changé, c'est qu'il s'est fait entuber, quoi. Hein, voilà. Mais ça, c'est le résultat justement de la planche à billets de toutes ces centaines de milliards, de trilliards de monnaie de singe injectées, ce qui fait que le taux est à zéro. Et puis maintenant, on va devoir payer. Et puis à un moment donné, ça va être, voilà, ta monnaie va perdre 20% une journée. C'est comme ça que ça commence. Mais on nous explique qu'on est en déflation. Hein, c'est quand même exceptionnel. Hein. Alors tiens, puisqu'on est dans les informations qui ne sont pas données, là il y a quelque chose qui va vraiment te plaire. Je vois pas d'ici. BFM VC. Tu l'as, non? C'est quoi le titre? BFM VC et i-des-infos obligés de vendre leur publicité ensemble. Il y a un dessin de Sébastien Dieu là justement, tu vas le voir. Alors pendant que tu le cherches, Sébastien Dieu a une intuition remarquable, hein, vous avez déjà pu le constater, et ce fut le cas avec son dessin pour cette semaine alors qu'il n'avait pas vu cette information surréaliste des Échos qui nous apprend que BFM et iTélé vont vendre de la pub en commun. Allô? Attends, c'est énorme. Tu l'as? Oui. Vas-y, parce que ça c'est drôle, ça c'est vraiment drôle. Malgré l'aide cachée du gouvernement avec des campagnes d'entités qui n'ont en réalité rien à vendre, par exemple avec l'association des metteurs en boîte en conserve, l'association des artisans, la norme NF, etc. Les pompes funèbres. Oui aussi. Hein? Les deux chaînes sont en panne d'annonceurs. Bon, il faut dire qu'elles ne savent même pas qu'il y a une crise, hein, vu que seuls... Comme ils sont tellement mal informés déjà en interne, tu vois. Eh oui. Mais c'est vrai. Mais, non, mais vu que de toute façon les seules infos qu'elles donnent sont celles des attentats et ensuite que les Français prennent le train à la gare de Lyon pour partir en vacances, qu'il fait froid en hiver et chaud en été. Ah oui, tu oubliais, Pierre, que le soleil brille au mois de mai et que c'est du bonheur, etc. C'est que du bonheur, c'est leur phrase typique ça, c'est que du bonheur. Sortis de là, les deux chaînes de désinformation sont d'une nullité crasse affligeante et prennent leurs spectateurs pour des à longueur d'année. Résultat.
Les deux sont si critiqués, même les guignols de Canal+ les ont pris pour cible depuis quelque temps, que les annonceurs préfèrent aller sur des supports moins détestés. Les gens regardent BFM et iTélé parce que ce sont les deux seules chaînes d'infos permanentes et qu'ils ne veulent pas attendre 20 heures. Ce ne sont pas des spectateurs qui viennent par choix, ils regardent par manque de choix. Absolument. BFM TV, groupe Next Radio TV et iTélé, groupe Canal+, ont décidé d'unir leurs forces sur le front publicitaire. Concrètement, les marques pourront acheter une campagne hebdomadaire de 120 à 140 spots ou 140 spots qui seront diffusés simultanément sur les deux chaînes en première et dernière position des écrans publicitaires les plus demandés. Du haut de gamme, en quelque sorte, vendu 75 000 € les 30 secondes d'image. Les revenus seront partagés entre les deux régies au prorata de l'audience. Alors déjà que les deux chaînes donnaient les mêmes informations, maintenant elles vont donner en plus les mêmes pubs. Mais c'est énorme. non, mais attends, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que cela veut dire. Attends, déjà tu voyais enfin même dans leur conducteur, hein, tu vois, tu zappes d'une chaîne à l'autre, ils traitent les mêmes infos, très souvent d'ailleurs avec les mêmes images. Ouais. Maintenant tu vas avoir les mêmes pubs. Alors Voilà. que dit Frédéric de Gouy? Oh, c'est drôle. Frédéric de Gouy qui est le directeur marketing de Next Régie. Alors voici ce qu'il me dit. Attention, précise Frédéric de Gouy, le directeur marketing de Next Régie. On ne se vend pas ensemble, on commercialise juste un produit commun. Mais non, vous vendez pas ensemble. Non, 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 on n'a rien compris. Hein? Là, ce qu'on voit, c'est que Monsieur de Gouy n'a jamais regardé les infos sur iTélé, ou alors s'il l'a fait, il a dû croire que c'était BFM. C'est vraiment ça. En fait, il s'est planté, le mec, il savait plus très quelle chaîne il voyait, tu sais. Exactement, ouais. Bref. La vraie raison, c'est qu'ils n'ont plus de pub, ce qui veut dire licenciement inévitable, hein, bien Ouais, évidemment. très clairement. Alors merci à Radio TPE. Non, mais c'était un papier des Échos, c'est extraordinaire. Hein. Et moi, je redis ça à nos auditeurs, quand vous regardez BFM ou télé, regardez bien les pubs, regardez bien qui sont les annonceurs. Hein. Une fois que vous avez plus d'assureurs, justement, qui ne payent pas leurs assurés, voilà. Après, c'est que des trucs gouvernementaux. Hein. C'est l'association des femmes, je sais pas quoi, contre ou pour la contraception, ou pour manger des carottes et des légumes, ou tu vois, enfin, c'est faites du sport, bougez-vous 5 minutes par jour, enfin, tu vois. Mais des vrais annonceurs, en fait, il y en a très peu. Des vrais annonceurs qui viennent d'eux-mêmes, hein, voilà. C'est très intéressant parce que ça vous montre bien que l'État paye de manière indirecte, hein, par les biais, et je suis très bien placé pour le savoir parce que je connais quelqu'un voilà, donc ils ont reçu des ordres très précis de passer une campagne, hein, et ça c'est les pauvres commerçants, artisans qui payent. Hein. C'est sur leur cotisation que c'est pris. C'est QFD. On fait la respiration, le temps Absolument, de... on va alors donc on a un invité surprise, hein, donc mettez-vous debout, hein, au garde à vous tous. Hein, voilà. Tu as la pause musicale? Bah non, je ne l'ai pas. Ah bah oui, forcément. Oui, c'était Draw the Line ou Hold the Line de Toto All the live. Line de Toto. Hold the Line de... Ah, c'est joli, tiens, c'est un... voilà. Donc, alors justement, notre invité, c'est un invité de marque. C'est une première parce que nous allons aborder quelque chose de très important qui concerne justement la France. Alors, pendant que tu cherches, tiens, justement, je vais donner une autre information parce qu'on a encore 3 minutes avant 3 heures, donc c'est bon. Les offres d'emploi fantômes de Pôle Emploi, justement, de notre lecteur Bruno. Il y a un mois, je faisais des recherches uniquement dans le département du Lot et on voyait à peu près 80 offres d'emploi. Mais depuis, c'est 150 tous les jours. Alors, moi je dis simplement, il semblerait que ce soit limité à 150. Mais il y a une autre vidéo qui est dans la revue de presse que vous pouvez voir et qui vous montre que la moitié des offres de Pôle emploi, en fait, n'existent pas. C'est des fausses. C'est là uniquement pour donner l'impression du volume. Donc on est bien dans ce mensonge globalisé de la part des médias d'une part, de la part de Pôle emploi, qui est le gouvernement d'autre part, précisons-le, hein, puisque la moitié des emplois n'existent pas. Et vraiment, je vous suggère de regarder cette vidéo, elle est très importante pour que les chômeurs qui nous écoutent ne culpabilisent pas. Hein. Les offres d'emploi que vous voyez n'existent pas. Hein. Ou alors si elles ont existé, hein, eh bien c'était il y a peut-être 6 mois ou voire 10 ans. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Et je redis aux chômeurs, vous n'y êtes pour rien. Hein. N'oubliez pas, la planche à billets est connue. Hein. D'ailleurs, c'est l'un de ses effets majeurs, c'est la destruction des emplois. Hein. C'est la destruction absolue majeure des emplois. Voilà.
Donc Toto, Hold the Line, c'est tout de suite sur Radio Ici et Maintenant. La prière du para, juste après la marche de la garde consulaire sur Radio Ici et Maintenant pour notre invité surprise du jour. Pierre, je te laisse le présenter. Eh bien, on a le plaisir de recevoir ici le général Didier Tauzin, parachutiste. Donc vous avez été en Angola, vous avez été en ex-Yougoslavie. Qu'avez-vous fait d'autre comme théâtre d'opération en général? Oh, à peu près tous les théâtres d'opération de l'époque que j'ai vécu. Et bon, je ne suis pas allé au Cambodge, par exemple, mais je crois que oui, à peu près tous. Alors, vous avez fait l'Angola, oui, mais c'est surtout le Rwanda. Je voilà. pense que vous confondez. Oui, pardon, j'ai confondu. Donc, vous êtes issu, vous avez fait Saint-Cyr, vous êtes sorti 10e sur 220 élèves officiers, donc vous êtes l'un des, on va dire, un élève brillant. Donc, diplômé de l'école supérieure de guerre et donc ancien auditeur du Centre des hautes études militaires qu'on appelle l'école des généraux. Donc, vous êtes déjà général et de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre parcours donc vous étiez au premier RPIMA de Bayonne, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et ensuite? Alors, ensuite, je crois qu'il est inutile de dire dans le détail toutes les affectations que j'ai eues. J'ai fait 22 déménagements professionnels. C'est quand même pas mal, hein, c'est pas tout le monde ne fait pas ça et pas dans tous les métiers. Grosso modo, ma carrière militaire s'est déroulée entre les opérations, une trentaine d'opérations extérieures, petites ou plus importantes. Les opérations, la formation des hommes, en particulier des officiers. J'étais instructeur à Kouet-Kidan. Et puis tout ce qui est renseignement, préparation des opérations en état-major, voilà, essentiellement ça. J'ai cru comprendre que vous avez dirigé une partie des hommes, des bataillons pour le service action. C'est bien ça? Non, non, j'ai pas dirigé le service action. Non, j'ai fait partie autrefois du service action du SDEC pendant quelques années, mais je n'ai pas dirigé le service action. Non, pas dirigé les hommes, hein, le bras armé, on va dire. Non, j'étais l'un de ces hommes, comme jeune officier, j'étais l'un de ces hommes. Ok. Alors, vous avez un parcours absolument étonnant et vous venez de publier un livre qui s'appelle Rebâtir la France. Donc aux éditions Mareuil. Alors c'est un petit livre de poche, hein, on va dire ça comme ça, qui coûte 10 € et on peut dire que vous avez franchi le Rubicon, hein, pour utiliser un terme militaire, hein, un peu comme César, hein, puisque jusqu'à présent, dans cette crise financière absolument épouvantable qui est en train de ravager la France, on n'a pas vu de militaires de haut rang venir pousser une gueulante, notamment en ce qui concerne la dissolution de tous les régiments. Et vous avez vu que, selon le fameux livre blanc, on demande de plus en plus la suppression des unités de défense nucléaire de la France. Alors, j'ai lu votre livre, hein, donc de A à Z. Alors, je vais vous donner quand même, pour aux auditeurs, je vais lire quelques passages clés, hein, que je considère clés. Alors, vous dites, la France divisée, endettée, affaiblie. Son avenir et son existence sont même compromis. Sa jeunesse sans repère ni espérance. La francophobie qui se développe en France même. L'unité nationale est en péril. Voilà ce qu'on fait de notre pays, ceux à qui nous le confions depuis 40 ans. Alors, c'est une... vous êtes littéralement révolté par ce que vous voyez. Je résume bien votre pensée jusqu'à présent. Ah oui. Hein, voilà. Vous dites, il n'y a ni cap ni chef en ce moment en France, ni volonté. Ils sont, je vous dis, hein, incapables de redresser la barre de ce bateau en perdition. Les professionnels de la politique se chamaillent et nous conduisent au gouffre. Alors, il s'ensuit un divorce chaque jour plus patent entre la nation et ses élus, un climat social chaque jour plus explosif. Désormais, tous les scénarios deviennent possibles, même les plus graves. Alors ensuite, qu'un général, vous dites, hein, qu'un général s'engage en politique comme je le fais ici, est fort rare dans notre pays et suscite des questions. Alors effectivement, qu'un général monte au créneau, vous êtes le premier, hein, donc saluons-le, hein, parce que vous osez le faire, hein, parce que rappelons que l'armée française est appelée la Grande Muette, donc manifestement, oui. Vous avez retrouvé votre langue. D'abord, je n'ai jamais perdu ma langue, ce n'est pas parce que nous sommes... Enfin vous, je parle de... Oui, ce n'est pas parce que nous sommes astreints au devoir de réserve que, nous ne pensons pas, nous ne pouvons pas nous exprimer. Mais là, en l'occurrence...
devoir de réserve ou pas, maintenant, je crois qu'il y a aussi d'abord un devoir d'expression. Un devoir d'expression, parce que, comme je l'écris, l'essentiel est en jeu. Et mon engagement en politique n'est pas motivé d'abord par les réductions des budgets militaires, par les réductions d'effectifs, qui sont dramatiques et qui nous préparent des lendemains très durs. Mais ce n'est pas ça, d'abord. Ça, ce n'est qu'une toute petite partie. Alors, juste pour dire aux éditeurs que dans votre livre, vous dites on va vers une guerre civile. Potentiellement, mais je ne suis pas le seul à le dire. Non, vous n'êtes pas le seul à le dire, on est d'accord. Je ne suis pas le seul à le dire. Je crois que beaucoup d'observateurs aujourd'hui disent que les conditions sont réunies pour cela. Parce que nous avons une classe politique qui est complètement déconnectée de la réalité nationale, qui ne sait plus comment est fait un Français, comment vivent les Français. Une classe politique qui aujourd'hui, d'après les derniers sondages, je crois que les partis politiques recueillent l'assentiment de 9 à 10% des Français. C'est-à-dire moins que François Hollande avant les attentats du mois de janvier. Vous imaginez? C'est-à-dire que notre système politique est arrivé à bout de souffle. Mais par contre, il s'est imposé. Tout est fait de telle façon que, en France, on ne peut rien faire sans passer par les partis politiques et par l'organisation qu'ils ont installée en France depuis 40 ans. Hein. Ils sont incontournables et en fait, ils ont installé une dictature de fait. Une dictature de fait. Et avec les événements du mois de janvier à Paris, moi, ce que j'ai constaté, c'est que non seulement il y a une dictature de fait, mais nous avons maintenant une potentielle dérive vers un État sécuritaire au sens le plus... Big Brother. Comment? Big Brother, stalinien. Je ne sais pas si c'est Big Brother ou stalinien, mais un État sécuritaire, c'est-à-dire avec réduction des libertés, et pour tout le monde, y compris pour les gens qui ne sont pas des malfrats. Bon, donc là maintenant on est dans une dérive qui non seulement n'est pas démocratique, mais n'a absolument rien à voir avec notre culture nationale, avec notre passé français, et puis n'a surtout rien à voir avec les véritables besoins de notre pays. Alors, justement, je reprends un autre passage. Vous dites, comme officier, j'ai une autre légitimité pour la France. Alors, c'est intéressant parce que l'histoire de France est parsemée de personnages arrivés inopinément, on va dire ça comme ça. Je pense notamment le premier personnage, Jeanne d'Arc, militaire. Faut pas me comparer à Jeanne d'Arc. Oui, mais enfin bon, c'est une femme de combat. Je veux dire, vous n'avez pas passé votre vie à faire du tricot. La différence entre elle et moi, c'est que je n'ai pas eu de voix. Moi. Vous savez, les anges s'expriment de manière parfois vraiment très étrange. Ne l'oubliez pas. Ensuite, nous avons bien entendu Charles de Gaulle qui a redoré le blason de la France après cette défaite absolument épouvantable. Il y a toujours des personnages historiques qui arrivent et nous on a souvent parlé, Lysandre, avec Laurent, qu'il faut aujourd'hui en fait on a tout ce qui peut sauver la France effectivement c'est un militaire éventuellement, et j'étais très surpris justement quand j'ai vu que vous êtes sorti de votre silence avec ce livre. J'étais vraiment étonné. Alors, moi, je suis soldat. C'est-à-dire que dans les années 70, en 71 exactement, quand je suis entré à Saint-Cyr, en pleine guerre froide, et une guerre froide qui pouvait éclater en guerre chaude très rapidement, j'ai décidé de mettre ma peau au service de la France. Alors que d'autres déterraient les pavés du Boulmiche pour les balancer sur la tête des flics, moi je combattais les soviétiques en Afrique, les soviétiques, les cubains, les libyens, etc. J'ai mis ma peau au service de la France. Et puis j'ai emmené des garçons en opération. J'ai fait tuer des petits Français pour la France. Je ne peux pas accepter de passer la vie de ces garçons par pertes et profits, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a des gens qui ne pensent qu'à leur carrière personnelle, et qui asservissent la France et les Français. Je ne l'accepte pas. J'étais considéré un petit peu comme un officier rebelle au cours de ma carrière. Ça me va très très bien. Ça me va très très bien d'être considéré un peu comme rebelle. Et là, je me rebelle contre une injustice flagrante. Mon pays, notre pays, et je ne dis pas ce pays, comme les petits marquis poudrés de la rue de Rivoli et d'ailleurs, mais notre patrie mérite infiniment mieux que cela. Infiniment mieux. Très récemment, un ami hollandais me dit mais vous les Français, vous savez pas ce que c'est que la France.
Vous ne savez pas comment on vous voit de l'extérieur. Alors bien sûr, on l'exprime de manière très différente, mais pour le monde, vous êtes le cœur du monde. La France, c'est le cœur du monde. Et le vrai problème du monde aujourd'hui, c'est que vous nous envoyez du sang pourri. C'est pas moi qui dis ça. C'est un Hollandais. Et cela, sous des formes extrêmement diverses, je l'ai entendu partout. Ah, vous n'êtes pas le seul, nous aussi on l'a entendu. Partout. Tout le monde l'a entendu. Et donc aujourd'hui... Mais on n'a pas le droit de le dire. Mais moi je le dis. Moi je le dis. Hein. Non, attendez, moi j'ai risqué ma peau et je suis prêt à la risquer encore. Hein. Faut jamais oublier que... Non, quand je dis, c'est que des lois ont été votées pour qu'on puisse pas dire un certain nombre de Oui, choses. non, mais ça, ces lois-là, sont des lois politiquement correctes dont je me demande si elles sont légitimes. Tout simplement légitimes parce qu'elles sont contre la culture nationale, contre l'intérêt, contre le bien commun, contre l'être profond de notre pays. Donc c'est pour ça que je me demande si elles sont vraiment légitimes. Il ne suffit pas d'avoir 50% des voix plus une pour que quelque chose soit totalement légitime. C'est une conception de la démocratie arithmétique qui me fait rugir. Hein. Et c'est avec des choses comme ça qu'on envoie des garçons se faire tuer, ou qu'on détruit des entreprises, qu'on a 5 millions de chômeurs. Hein. Bon, non, il y a quelque chose à refaire. Je rappelle. Juste une chose, vous dites justement dans votre livre, vous ouvrez là-dessus, hein, c'est quelque chose qui revient très souvent dans votre livre. La France va disparaître. Non, elle ne va pas disparaître. Non, mais c'est votre crainte, hein, on est d'accord, parce que vous en parlez vraiment très très souvent. Oui, mais elle risque. Oui, mais elle est à l'une de ces... En tant que pays, hein, voilà, je précise. Non. Elle est à l'une de ces périodes de son histoire. N'oublions pas que la France a presque 2000 ans d'histoire. Hein, pas loin. Hein. Elle est à l'une de ces multiples périodes de son histoire où elle peut disparaître. Mais il y en a eu d'autres. À l'époque de Louis XIII, par exemple, le 39-45, et puis d'autres encore, l'époque de Jeanne d'Arc dont vous parliez tout à l'heure. Alors à ce moment-là, la France pouvait disparaître. Elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais disparu. Et là, c'est la conviction intime de l'homme de foi que je suis. Comme chacun d'entre vous et comme chaque pays dans le monde, la France est l'incarnation d'une pensée éternelle de Dieu. Elle ne disparaîtra pas si lui ne veut pas. Alors justement, ça me permet d'enchaîner avec un autre passage. Alors vous dites, je ne prétends pas être l'homme providentiel, le sauveur, entre guillemets. Hein. Il en surgit dans chaque parti politique à chaque élection, et la France continue de décliner. En revanche, comme tout officier français, j'ai choisi de servir ma patrie au risque de ma vie, etc. N'est-ce pas cela gouverner, hein, voilà. Donc, alors gouverner, c'est aussi prévoir, hein, vous vous souvenez? Attendez, gouverner, c'est pas uniquement mettre sa vie en jeu. On est d'accord. C'est ce qu'on apprend, nous, officiers, pour l'exercice de notre métier. Hein, préparer l'avenir, fédérer des énergies, montrer une direction et dire, les gars, suivez-moi, c'est par là qu'il faut aller. Hein, c'est gouverner, c'est commander. Hein. Et bon, ça, nous l'avons appris, c'est notre pain quotidien, ça a été mon pain quotidien pendant toute ma vie professionnelle. J'ai quand même commandé entre 2 hommes et 23 000 hommes en opération, chaude, très chaude, hein. Et je sais ce que c'est. Mais si vous voulez, notre plus à nous, c'est que nous sommes des hommes de service. On est formés pour cela. Nous sommes recrutés pour servir, nous sommes formés pour servir, et le sens du service, nous le poussons jusqu'à mettre notre propre peau en jeu. Et ça, les gens de ma génération, on l'a fait tous les jours. Il ne faut jamais oublier que la guerre froide avec l'Union soviétique aurait pu éclater en guerre chaude immédiatement. Et à cette époque-là, le contrat était très simple. Quand, au bout de quelques jours de présence à Saint-Cyr, en 71, le capitaine nous a réunis, nous a dit, voilà, nous sommes 100, vous et moi, nous sommes 100 ici. Si la guerre se déclare demain matin avec l'Union soviétique, nous partons tous à tel endroit en Allemagne, face à telle unité soviétique, dans une semaine. Sur les 100 que nous sommes, 50 seront morts. Et les 50 autres, il restera 2 vivants, en bonne santé et libres. Point. C'était ça notre contrat. Hein? Et donc, si vous voulez, le sens du service et le sens de mettre sa peau au service de quelque chose, on sait ce que c'est. Alors, on est d'accord. Alors justement, ça me permet d'enchaîner, parce que manifestement, nos politiques, en ce moment, ne savent pas ce que c'est servir. Hein, voilà, ils savent pas. En fait, c'est vraiment, c'est ce que vous dites dans votre livre. Hein, c'est surtout pour servir leur carrière et leur enrichissement. Et on a vu en Angleterre, il y a 2 jours, hein, plusieurs scandales où des députés anglais se faisaient payer pour des lois c'est des journées du Télégraphe qui se sont fait passer. Hein, voilà.
et on l'a vu également avec des députés européens. Alors justement, alors je lis un de vos passages. Il faut mettre fin au régime désastreux des partis et refonder la politique comme service de l'homme, de la famille, de la nation, car c'est là sa seule vocation, sa seule légitimité. Alors, et vous parlez en fait d'abolir cette... Enfin, pas d'abolir, pardonnez-moi, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de changements qui ont été faits dans la Constitution française que la Ve République, telle que De Gaulle et ses hommes l'ont conçue, ne correspond plus en fait au service qu'elle est censée rendre. Alors, est-ce que vous voulez une 6e République? C'est quoi exactement votre idée? Peu importe. Ça, Dites-nous. Oui, mais je vais vous dire. Hein, mais l'histoire n'est pas entre un 5e, une 6e, une 7e République, une monarchie. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. C'est qu'il est beaucoup plus profond, en fait. C'est que depuis 1974, le régime désastreux des partis auquel De Gaulle croyait avoir mis fin par le référendum de 1962 instituant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, eh bien le système désastreux des partis s'est réinstallé. Et ça, c'est indépendant du régime républicain, monarchiste, impérial. C'est quelque chose que la France a connu de nombreuses fois au cours de son existence, et essentiellement à l'époque des rois, qu'était la Fronde, à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Louis XIII, qu'étaient les Armagnacs et les Bourguignons. Sinon, le régime désastreux des partis, et qui chaque fois a toujours mis la France en très grave danger. Il a chaque fois provoqué la désunion nationale, et quand il y avait une guerre aux frontières, il a presque systématiquement provoqué la défaite face aux frontières. Et très souvent, un amoindrissement du territoire national, des conflits, des guerres civiles, enfin voilà. Hein. Eh bien, nous sommes dans le même processus. Aujourd'hui, donc 2015, on est exactement dans le même processus. On n'est pas encore dans la guerre civile, mais c'est le chemin normal. Parce que le système des partis, c'est quoi? C'est des partis qui, en fait, fonctionnent à peu près comme des entreprises. Oui. Ils ont un marché captif qui est l'électorat. Ils se taillent des parts de marché, donc des parts d'électorat, en faisant quoi? En nous vendant des idées, et essentiellement à coup de démagogie. Et ça, la France et les Français en pâtissent. Ils en sont les objets. Donc la politique n'est plus au service de la France et des Français, mais tout simplement des partis eux-mêmes, de stratégies partisanes, de stratégies de pouvoir au détriment du bien commun national et uniquement du pouvoir pour les partis politiques. Et à l'intérieur des partis politiques, de quelques-uns qui font carrière. Hein? Et le processus de guerre civile, il est enclenché. Quand on entend un ancien sénateur qui a été battu, ou dernier sénateur, peu importe, dire que la loi est le résultat d'un conflit, eh bien ça veut dire qu'on érige le conflit en système de vie politique. Et ça, c'est complètement... On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. C'est que des conflits les uns après les autres, même entre eux d'ailleurs. Voilà. L'utilisation du 49.3 par exemple. Et voilà. Hein, ça veut dire on érige le conflit en culture politique. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. De quoi on a besoin? On a besoin de 5 millions d'emplois parce qu'on a 5 millions de chômeurs. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas 5 millions d'emplois? Pourquoi on a tous ces chômeurs? Ils sont en train de vendre le pays, je vous signale. Ils sont en train quand même de vendre le pays, les aéroports, etc. Oui, d'accord, mais ça, entre autres. Mais ça aussi, ça fait partie du phénomène habituel pardon. Excusez-moi. Ça fait partie du phénomène habituel du système désastreux des partis. Ça se rattrape tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, très concrètement, on a un problème gigantesque en France. Les partis ont asservi l'État. Ils ont colonisé l'État. Et ils ont mis la nation entière au service de l'État. Aujourd'hui, l'État ponctionne 60% de la richesse nationale. Tout passe entre les mains de l'État. Mais par contre, ses fonctions essentielles, les fonctions régaliennes, défense, justice, etc., il les fait de moins en moins bien. Il les remplit de moins en moins bien. C'est devenu un État nounou, mais quand on devient un État nounou, ça veut dire qu'on asservit les Français. Bien sûr. Hein, ils sont obligés de quémander en permanence à l'État. On est dans un système clientéliste complet. C'est complètement pervers, moi je dis que c'est contraire à la dignité humaine. C'est contraire à la dignité humaine, tout simplement. Parce que c'est énorme ce que vous dites. La dignité de l'homme, c'est de subvenir lui-même à ses besoins, c'est de se prendre en main, de prendre en main sa femme et ses enfants, ou son mari et ses enfants. Et l'État, le rôle de l'État
est d'organiser les choses de telle manière que chacun, monsieur, puisse se prendre en main. Au lieu de ça, aujourd'hui, on stérilise les gens. Donc c'est contraire à la dignité humaine. Je vais très loin, oui. Hein. C'est l'asservissement de la France et des Français à des objectifs partisans. Voilà. Ça, pour moi, c'est devenu insupportable. Alors, je reviens sur le sujet précédent. En page 20, par exemple, vous dites « Avis de tempête mortelle sur la France ». Et un peu plus loin, vous dites, voilà, vous dites « Je n'aborderai brièvement que les deux plus graves. Oui. Le premier risque de très graves problèmes sociaux pouvant dégénérer en guerre civile. Le second risque, la disparition de la France par déclin démographique et perte d'identité ». Donc on revient, en fait c'est votre idée directrice dans ce livre. Hein. Vous annoncez en fait que si on continue comme ça, la France en tant que pays géographique va disparaître pour être remplacée par, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Vous pouvez développer? Je vous ai dit tout à l'heure le contraire. Je suis persuadé qu'elle disparaîtra je suis désolé, moi j'ai lu votre livre, Non, c'est vraiment ça qui ressort. C'est le risque. C'est le risque que nous courons si rien n'est fait. Par contre, si rien n'est fait, c'est rien n'est fait, justement. Mais par contre, comme chaque fois dans notre histoire, eh bien, il y a un rebond. Et la France a toujours rebondi. Oui, c'est l'homme providentiel, ou la femme providentielle. Ou la femme providentielle. Moi, je ne suis là. Écoutez, dans les dessins de la Providence, je ne suis peut-être ici que pour susciter l'homme ou la femme providentielle, que je ne connais pas. Moi, je ne prétends pas l'être. Qu'est-ce que je suis? Un petit bonhomme, un petit général, voilà, bon, qui me met au service de la France une fois de plus. Mais qui peut prétendre être l'homme ou la femme providentielle? Il faut être bien orgueilleux pour le présent. Moi, je ne le prétends pas. Pardonnez-moi, mais le général de Gaulle, quand il est parti à Londres, il était tout seul. Il lui-même ne pensait pas qu'il était l'homme providentiel. Justement, c'est comme ça que ça se passe en général. C'est comme ça. Ils ne savent pas qu'ils sont l'homme providentiel. Il vaut mieux pas le savoir. Oui, je crois qu'il faut mieux le savoir. Mais je suis persuadé que la France ne va pas disparaître. Par contre, elle va souffrir. Mais elle va souffrir terriblement. Vous parlez de guerre civile? Oui, je parle de guerre civile. Le premier, donc, de très graves problèmes sociaux pouvant dégénérer en guerre civile. Pouvant dégénérer en guerre civile. Pouvant dégénérer. Vous savez que les députés socialistes n'osent pas, ni UMP d'ailleurs, n'osent absolument pas prononcer cette phrase en ce moment. Non mais ça fait rien, mais moi je suis pas... Non, mais attendez, il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas un homme politique. Et je ne veux pas être un homme politique. Oui, mais vous lancez un parti politique. D'abord, c'est pas un parti politique, c'est un bouquin. Ouais, pour l'instant, on n'a qu'une association à côté de ça. Mais oui, mais je suis général de l'armée française. Ouais. Ma vocation à moi, je le répète et je le répéterai tout le temps, c'est de servir mon pays, jusqu'au risque de ma peau. C'est une démarche qui, je crois, n'est plus celle de nos responsables politiques. Je parle, attendez, là aussi, il faut faire très attention, ne pas être injuste avec les personnes. Je connais des députés, des sénateurs, des maires, etc., qui sont des gens absolument remarquables et qui veulent vraiment bien faire leur travail, et qui sont des gens de mission, des gens de service. Mais c'est le système global qui pervertit leur vocation initiale et qui conduit justement à les stériliser et à faire en sorte que le pays va si mal. Ce ne sont pas forcément les personnes, ce sont quelques personnes. Moi, il y a 5 personnes à qui j'en veux vraiment, pas plus. 5. Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Tous les présidents, quoi. Parce que parmi ces gens-là, on n'a pas eu un seul chef. On n'a pas eu un seul chef digne de cette appellation de chef. Un chef, ça montre la direction. Non, vous voulez aller par là, c'est pas la bonne direction. On ira par là. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est Bruxelles qui prend les décisions. Oui, d'accord, mais c'est Bruxelles qui prend les décisions parce que nous avons laissé Bruxelles prendre les décisions. Absolument. Ça, c'est Mitterrand pour le coup. Mais De Gaulle n'avait pas laissé faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un coup d'État? Non, surtout pas un coup d'État, ne comptez pas sur moi. Non, mais attendez, je vous dis ça parce que dans le Canard enchaîné, on en a parlé avec Lisande il y a à peu près, il y a 6 mois, 1 an. François Hollande a fait, les services de sécurité de François Hollande avaient fait fermer la rue du Faubourg Saint-Honoré le soir, et c'était même dans le Canard enchaîné, c'était un écho. Il avait peur d'une réaction des militaires suite aux suppressions de tous les bataillons, etc. Il avait peur d'une réaction violente des militaires. On en avait parlé ici. Et beaucoup d'auditeurs se posent la question aussi, est-ce qu'il y a une possibilité d'une prise du pouvoir par les militaires en France, puisque comme vous le montrez bien, les militaires sont au courant finalement de tout ce qui se passe, voient bien. Voilà, ils sont en première loge. Ils sont en première loge, exactement. De suppression d'emploi. Et étant en première loge, et ayant aussi un certain pouvoir, une certaine force de frappe, est-ce que les militaires vont un jour se révolter et reprendre le pouvoir pour le peuple? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit ou pas du tout? Très honnêtement, j'espère que non. Voilà. Dans la situation d'aujourd'hui, qui est tendue, c'est à mon avis la dernière option.
Pourquoi? Parce que le peuple de France est très divisé. Il est aussi très manipulé. Il est largement sous influence. Alors, pardonnez-moi, j'enchaîne parce que vous dites, le peuple de France, et vous, page 31, vous dites, en France, les grands médias sont aux mains des puissances financières Ouais. colossales. Mm. Vous pouvez développer Oh, si vous voulez. Mais Non, mais brièvement, hein, juste pour Oui, finir sur votre... oui, bon, bah, écoutez, dans ce cas, je rapporte nos auditeurs au livre auquel je me suis référé, hein, qui est excellent. Hein, Non, mais hein. je vous demande pas de nous référer au... Non, mais ça veut dire que En fait, vous constatez vous-même que les médias mentent. hein, je c'est n'ai ça plus que les éléments chiffrés en tête Oui. pour dire tel journal c'est telle banque ou telle télé c'est telle. Vous, Voilà. vous dites, J'ai ils ont plus- acquis une telle influence qu'ils détiennent désormais le pouvoir réel. Oui. Le pouvoir réel. C'est incroyable les mots que vous utilisez. Le véritable pouvoir, donc, est dans les médias, le pouvoir réel sur les intelligences, et qu'ils ont complètement vassalisé, vous vous rendez compte, vassalisé nos gouvernants pour qui la communication tient lieu d'exercice des responsabilités. Oui, mais je l'ai écrit, je le maintiens. Je l'ai écrit, je le maintiens. Mais que font-ils d'autre que de la com? Que font-ils d'autre que de la com? Hein. Après les attentats du mois de janvier, tout de suite on a parlé de Oui. restaurer le service militaire, etc. Maintenant c'est le service civique. Ça va faire quoi ce truc-là? Ça va camoufler du chômage. Parce que c'est pas de ça que la jeunesse a besoin. Dans les 2 dernières années de ma carrière militaire, j'ai commandé un service d'insertion. Le service militaire adapté pour l'outre-mer, c'est-à-dire des gosses complètement paumés. Je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa, je surine le copain, je viole la copine. Enfin, des gosses paumés. Oui, c'est Michel Marie qui vous a confié cette mission. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'était pour l'outre-mer. Taux de réussite d'insertion sociale et professionnelle, le mieux c'est en Guadeloupe, 99%. Ah oui, quand même. Mais oui, 100% quoi. 100%. Alors le taux le moins bon, c'était Mayotte et la Guyane pour des raisons tout à fait locales. On atteignait quand même 55-60%. Et Michel Marie m'a demandé de faire la même chose en France métropolitaine. Et c'est donc moi qui ai conçu et créé l'établissement public d'insertion de la défense, qui initialement était prévu pour réinsérer 40 000 jeunes par an. Ça croupit à 3 000. Tout simplement parce qu'on a prétendu ne pas avoir les moyens. Mais c'est ça qu'il faut. Parce que là, ces jeunes-là, ils nous disaient, les yeux dans les yeux, mais enfin on a quelqu'un qui nous aime. Enfin on a quelqu'un qui nous donne des repères. Enfin quelqu'un qui nous dit, ça c'est bien, il faut le faire, ça c'est mal, il ne faut pas le faire. Et puis qui, au bout du compte, des jeunes qui apprenaient à lire et à compter. Et puis qu'on insérait professionnellement. Le taux de réussite en France métropolitaine, dès la première année, il était de 80%. Et donc, ça n'a Mais c'est ça a trop qu'il faut bien, faire. ça a Le trop bien service fonctionné civique- et donc ça a été balayé. Ça correspond pas, ça ne correspond pas au politiquement correct, c'est tout. Le politiquement correct, c'est que c'est les spécialistes de l'insertion, de la ville, etc. Oui, tous les gauchistes classiques, trotskistes. Voilà. Hein. Et puis comme on n'a pas de droite en France, eh bien bon, voilà, on en restera là. Et on va faire une fois de plus de la cosmétique, de la com, et on poussera le vrai problème devant, jusqu'au jour où le problème va éclater. Parce qu'un problème, ça éclate. Hein. Et c'est à cela qu'on court. Vous parliez tout à l'heure des attentats de Charlie Hebdo. Juste pour avoir votre opinion là-dessus, pour vous, c'est une opération organisée par un service secret extérieur ou c'est vraiment... Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information pour dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Bon, ce qui est certain, c'est que cela pose de nombreux problèmes. Là, par exemple, l'islam en France. Mais aussi, encore une fois, vous allez me dire, il est buté ce type-là. Mais c'est le régime des partis qui a instauré ça. En 1974, il y avait 400 000 musulmans en France. Aujourd'hui, ils sont 5-7 millions. Hein. Quand on sait que depuis l'hégire, c'est-à-dire depuis la fondation de l'islam par Mahomet, la vocation de l'islam, c'est de convertir, conquérir, gouverner le monde, eh bien, les gens qui ont laissé s'installer, ou fait s'installer, une telle communauté musulmane en France, ont créé en France une minorité dont la vocation est de convertir, conquérir et gouverner la France. Et ça, c'est évidemment
belligène. On va évidemment à la guerre civile. Ah oui, c'est politiquement correct en plus, vous le Bon, savez très bien. Oui. Alors, Vous moi, savez, en maintenant, plus, vous savez très bien que les partis politiques dépendent d'une grande partie pour Oui. leurs élections du Qatar, etc. d'une grande partie. Non, mais je pensais même pas ça. Oui, effectivement, c'est un bon sujet, mais de l'élection, notamment d'une partie des musulmans. Oui. Et ensuite, François Hollande veut amener le vote des étrangers. Je sais bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis radicalement opposé. Mais pour revenir aux attentats, moi, c'est pas les musulmans que j'accuse. Les musulmans, on leur a dit de venir. J'aurais été algérien dans les années 90. Eh ben, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu pour venir en France, je peux vous dire. Hein. Et je connais quelques Algériens qui disent, mais attendez, on n'est pas venu en France pour vivre la même chose que là-bas. Bien sûr. Hein, voilà. Bien sûr, évidemment. C'est pas les musulmans qui sont incriminés. On les a fait venir. Hein. Mais par contre, ceux qui sont incriminés, ce sont nos soi-disant responsables politiques. Les 5, là. Giscard C'est ça. d'Estaing, c'est lui qui a libéré C'est effectivement le lui- rapprochement c'est- familial. C'est lui qui a commencé. Voilà. Donc le véritable problème, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'est pas d'abord à l'extérieur. Faut arrêter le grand complot, etc. Faut arrêter. Le vrai problème, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, On n'a plus de chef. Les politiques nous ont trahis de l'intérieur, c'est ça que vous dites? Bah, trahi, moi, j'aurais tendance à employer ce mot. Était-il complètement conscient de ce qu'il faisait? J'en sais rien. Mais pour moi, un chef d'État, un président de la République, un roi, enfin peu importe, un chef d'État, c'est quelqu'un qui a une culture. Donc, il devait savoir que la vocation de l'islam, en l'occurrence, bon, parce qu'on parle de ça, c'est de convertir, conquérir et gouverner le monde. Ou alors, il n'a pas de culture, il n'a pas sa place. Soit il le savait, et il a fait quand même. Alors là, oui, moi je suis pas loin de dire c'est de la trahison. Il me semble d'ailleurs que sous Louis XIV, il y avait encore des lois qui interdisaient donc aux musulmans de pratiquer leur foi. Oui, il me semblait qu'il y avait quelque chose de C'était quand, même une autre époque. Hein. C'était une autre époque, certes, mais ils avaient déjà, ils craignaient déjà une forme de prosélytisme. Enfin, permettez-moi juste là, puisque vous venez d'en parler, vous dites il n'est pas tolérable que la souveraineté du peuple Oui. soit détournée par les partis. Il n'est pas digne d'un peuple comme le nôtre de vivre sous une forme de loi de la jungle, celle du parti le plus fort, le plus nombreux, le plus malin ou le plus riche. Oui. Il n'est plus admissible qu'une majorité partisane temporaire détienne un pouvoir quasi absolu, ni que des minorités infimes, autant manipulées que manipulatrices, fassent la loi. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire techniquement? Vous avez lancé... Non mais sincèrement, donc c'est bien d'écrire un livre, donc c'est ça le premier pas. Hein. De Gaulle était écrivain à la base, hein, c'est un militaire écrivain. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Expliquez-nous votre plan. Ah, attendez, il m'a fallu 1 an et demi pour écrire ça. Hein. Ça, c'est la clé de voûte. Et à partir de là, nous commençons à travailler. J'ai dit nous commençons parce que je ne suis pas seul. Il y a déjà une trentaine de personnes autour de moi. Hein. Et nous commençons à travailler vraiment dans le concret. D'ici quelques semaines, 2 ou 3 mois peut-être, nous allons publier une proposition pour revoir complètement les institutions. Ensuite, nous allons travailler sur la représentation nationale. Alors, pour l'instant... vous allez faire quoi? Une nouvelle constitution? Mais je n'en sais rien, le problème... Mais ça, c'est de la surface, mon cher monsieur. C'est de la surface. Non mais on sent chez vous le besoin d'action, quoi. On sent, je sais pas Lisande, ce que tu en penses, mais on sent que là vous avez atteint le bout du bout, quoi. Voilà, vous êtes révolté. Je suis un homme d'action. Mais l'essentiel n'est pas la forme. L'essentiel, c'est pas l'enveloppe. Constitution, nouvelle constitution, 5e, 6e République. Le problème n'est pas là. L'essentiel, c'est pas la forme, c'est l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Par exemple, pour reprendre concrètement, répondre un peu plus concrètement sur la représentation nationale. La France, c'est quoi? Est-ce que c'est des socialistes, des UMP, des Front National, Mélenchon, etc. Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est des journalistes, des familles, des entreprises, voilà. Hein. Eh bien, moi je dis que la première chose, c'est que chaque Français, comme chaque être sur toute la surface de la Terre, il fait d'abord partie d'une famille. Qu'elle soit un peu distendue ou très solide, il fait d'abord partie d'une famille. L'immense majorité des gens qui se retrouvent par exemple au chômage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont d'abord voir papa et maman. Oui, bien sûr. L'immense majorité mais oui, mais c'est la famille. Autrement dit, la réalité de base, incontournable, majeure, massive, et qui préexiste à toute chose, y compris et surtout à l'État, c'est la famille. Et cette famille n'est pas représentée en tant que telle. Non, elle a même été matraquée. Hein. On a vu ce que ça a donné pendant les manifestations, d'ailleurs. Pour moi, la place de la famille doit être au centre de la politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas le jeu des partis. La politique, c'est pas acquérir une puissance plus grande qu'un autre État pour.
Non, la politique, c'est servir l'homme concret, celui qui est là. C'est servir l'homme concret. Celui qui naît, qui vit, qui meurt, qui mange, qui boit, etc. Alors, général, parmi tous les hommes politiques que vous voyez à la télévision, etc. Il n'y en a pas un qui dit ça. Non, mais est-ce que vous avez vu au moins un politique qui pourrait éventuellement ressembler au profil que vous décrivez dans votre livre? Je crois qu'ils ne le peuvent pas. Je crois qu'ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont dans. Attendez, on est très souvent, pratiquement tout le temps dans une vie, on est dans une ou deux logiques. Bon, moi, je suis depuis l'âge très tendre dans une logique de service de mon pays. Mon père m'a appris, juste avant de sauter sur Dien Bien Phu en 1954, il a écrit une lettre à ma mère, que je n'ai jamais vue, mais ma mère m'en a parlé. Je vais me faire tuer. Apprends à mon fils à aimer la France en crever. Ouais. Et fais de lui un officier. Bon, j'avais 4 ans. Hein, c'est le début de ma vie de service. Hein. Et puis, je suis depuis le début dans une logique de service de mon pays. Eux, ils sont dans une logique partisane. Eux, ils sont dans le de se servir. Oui, mais attendez, il ne faut pas jeter la pierre, à mon avis, aux personnes. Il ne faut pas jeter la pierre aux personnes. Je suis persuadé que l'immense majorité des élus ont voulu, au départ au moins, se mettre au service. Et ils ont choisi le seul moyen qu'on leur proposait, les partis politiques. Et les partis politiques ne sont jamais au service. Alors, général, justement, une information, parce que vous en parlez un petit peu dans votre livre. Là, c'est quelque chose que j'ai donné donc, dans la semaine du 16 février. Alors, j'ai appelé ça le effet Kiss Koulibaly au Front National. Une information que vous ne verrez pas dans le Canard enchaîné, trop gênante pour leur idéologie de gauche, hein, et qui va plaire aux gens de la DCRI et des RG qui lisent et qui écoutent cette radio, qui lisent cette page. Le jour d'après l'attentat Charlie Hebdo, le Front National a enregistré 1000 adhésions spontanées dans la foulée, avec le montant régulier de la cotisation, ni plus ni moins. Alors écoutez bien la suite parce que ça va quelque part dans votre sens. En revanche, 2 jours plus tard, quand Marine Le Pen a été interdite de manifester dans l'Union nationale, ce furent 4000 adhésions spontanées qui sont arrivées avec des dons, des très gros chèques. Hein, j'ai appelé ça donc l'effet Kiss Koulibaly. Conclusion pour plus le PS, l'UMP et la gauche Mélenchon stigmatisent le Front National, plus les Français y adhèrent. Comme quoi, donc, BFM-VC peut lancer une chaîne anti-FN, etc. Elle ne fera que renforcer Marine Le Pen. De son côté, donc, notre lecteur, M. Arfeuil, nous apporte une information complémentaire encore plus intéressante, car elle ne comprend pas les effets des attentats de ce dimanche au Danemark. Hein, donc, c'est il y a quelques jours. Alors, élection européenne du 25 mai 2014, donc, les 4 pays où les extrêmes arrivent en tête, France, Front National, donc 24,8, Royaume-Uni, UKIP 26,6, numéro 3, Danemark, Parti populaire danois 26,6, et 4, Grèce, l'extrême gauche Syriza 26,5. Et alors pour info, les néo-nazis d'Aube dorée ont malgré tout obtenu 9,40, ce qui est vraiment une pure provocation de la part des Grecs dans leur vote. Et l'article du Parisien et le sondage du JDD confirment la montée continuelle du FN, notamment pour les prochaines élections départementales. Votre analyse là-dessus, en général? Tout simplement que les Français sont paumés. Nous sommes paumés. Hein. On n'a pas d'autre offre politique que les partis politiques. Or, UMP, PS, etc. ont fait fiasco. Il y en a un qui se présente qu'on n'a jamais essayé, donc on va vers lui. C'est tout. C'est tout. Mais une fois qu'on l'aura essayé, à mon avis, on sera guéri. Parce que ça va être à peu près la même chose qu'avec les autres, peut-être même pire d'ailleurs. Hein. Le Front National est-il aujourd'hui en passe de devenir le principal parti de gauche d'ailleurs, hein, vous savez, je suis en train de me le demander. Mais mon analyse, c'est que nous sommes dans un système qui est fichu, qui va s'écrouler, qui ne tient que parce qu'ils ont corseté la société pour tenir. Ils ont l'argent, ils ont les médias, ils ont les postes. Et en plus, ils ont une constitution qui, malgré tous ses défauts, est solide. Ils contrôlent tout. Donc ils contrôlent tout. Voilà. C'est une véritable dictature. Et Marine Le Pen là-dedans... C'est énorme ce que vous venez de dire. Bon, c'est énorme, mais je le dis. C'est énorme, mais je le dis. C'est une dictature. Non mais... Dictature des partis. Ouais. Dictature des partis. Mon général, est-ce que finalement cette dictature des partis, elle n'est pas aussi en partie due à un processus qu'on considère comme étant démocratique alors qu'il n'est peut-être pas, c'est-à-dire le processus électif, le fait de voter pour quelqu'un et qu'à partir du moment où cette personne a 50% des voix plus une,
elle est élue de manière irrévocable pendant 5 ans, 7 ans avant, 5 ans aujourd'hui. Vous parliez des présidents que nous avons eus. Le fait qu'il n'y ait jamais aucune reddition des comptes, que finalement ces gens, à aucun moment de leur mandat, ne doivent se présenter devant les Français pour justifier ce qu'ils ont fait, avec un risque de perdre leur place. Est-ce que c'est pas ça aussi un des problèmes fondamentaux du pouvoir des partis, le fait qu'il n'y ait jamais de reddition des comptes de la part de ces politiques et que finalement, une fois qu'ils ont eu 50% plus 1, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont les mains libres. Est-ce que c'est pas ça le gros problème? C'est pas le gros problème, c'est l'un des problèmes. Et je suis d'accord avec vous sur cette affaire-là. Mais cela vient de quoi? Cela vient du fait que la nation en qui réside la souveraineté a abandonné sa souveraineté aux partis politiques. On peut inverser la proposition. Les partis politiques ont volé la souveraineté de la nation. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême, si vous voulez. Ce pouvoir suprême, il réside dans chaque citoyen, dans chaque Français, et qui s'exprime par le vote. Ça peut être une autre forme d'expression, parce qu'on est bloqué là-dessus. On a l'impression qu'il n'y a que ça. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais attendez, s'il y a des moments où il faut faire du passé table rase, c'est pas forcément, comment dire, uniquement en 1789. C'est peut-être aussi maintenant, avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Mais on imagine que ça. Mais on peut avoir autre chose. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut que les élus rendent des comptes, et sur leurs biens personnels. Il y a des quantités de choses. Mais là, on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette. C'est très important ce que vous dites. Mais ça fait partie de ce que j'appelle les mesures d'accompagnement. L'essentiel, la clé du renouveau français, il y en a deux. Mais la clé technique, si je peux dire, c'est de remettre l'État à sa place de serviteur de la nation. Aujourd'hui, la nation est au service de l'État. Et ça, c'est scandaleux. Là, on marche sur la tête. Hein? Oui, c'est vrai que vu comme ça, oui, c'est un peu plus clair. En fait, il fallait le formaliser, quoi. Bon, ben moi, je l'ai formalisé. Oui, vous l'avez formalisé absolument. Vraiment très nettement. C'est clair. Alors, général. La deuxième raison, pardonnez-moi. Oui, allez-y. La deuxième clé du problème, du renouveau français, c'est que la France renoue avec ses racines. Je dis bien renoue. Il ne s'agit pas de revenir 1000 ans en arrière. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas du tout mon propos. Ce qui est passé est passé. L'âge d'or n'a jamais existé. Mais par contre, la France, elle s'est constituée autour de fondamentaux. Et dès qu'elle en dévie, c'est la catastrophe. Qu'on le veuille ou non, on peut très bien en France avoir, mon épouse est protestante, je suis catholique, on peut avoir des musulmans, le problème n'est pas là, des athées. Mais il n'empêche qu'il y a une réalité fondamentale. C'est que la France a été constituée sur le christianisme. Et ça a des implications politiques extrêmement fortes. Une implication politique extrêmement. Quelle est la différence, par exemple? Pourquoi j'ai beaucoup de mal à concevoir la cohabitation pacifique de l'islam en France? Parce que notre civilisation, je parle pas en homme de foi, je parle en observateur de l'histoire de France. Notre civilisation est fondée sur une affirmation, sur la foi en l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout con, hein? Pardonnez-moi de parler français. Hein? C'est ça le cœur de notre civilisation. Et le cœur de la civilisation musulmane, c'est le refus de cette affirmation. C'est de considérer que non, Jésus n'est pas Dieu. Oui. Vous voulez, là, Alors, il y a un conflit. Général, alors justement, puisque vous abordez ce sujet, Et c'est politiquement très fort. Non, attendez, je ne parle pas de religion, là. Hein. j'ai du factuel là. J'ai du factuel. Un aumônier militaire. J'ai lu ça il y a peut-être un an ou deux, j'en en ai parlé à cette antenne. Lorsque nos troupes devaient débarquer en Arabie Saoudite pour aller sur notre base de Jeddah, je crois. Voilà. Donc les autorités saoudiennes ont expressément demandé à ce que tous nos soldats aient enlevé de leur cou leur médaille de la Vierge ou la croix autour du cou. Et il se trouve que les autorités militaires ont accepté. Et donc on fait enlever aux hommes leur médaillon. Votre commentaire là-dessus? Bon, écoutez, je suis moins affirmatif que vous. Je sais que les autorités saoudiennes l'ont demandé. Vous le savez. L'ont demandé. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a eu énormément de conversions pendant les combats. Donc il y avait des prêtres, donc il y avait des sacrements, etc. À mon avis, je vois mal les autorités militaires françaises. C'est un aumônier militaire hein, qui l'a déclaré. D'accord. Mais enfin bon. Qui a d'ailleurs immédiatement saqué par l'Église de France. Hein, parce qu'il a fait une déclaration politiquement incorrecte. D'accord. Bon, ok. Mais bon, si tel est le cas, non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Mais je désapprouve complètement. Alors moi, je vous dis très simplement, je suis un officier français, mais
Je n'ai jamais fait mystère de ma foi et de ma pratique. Ça ne m'a pas empêché d'avoir à commander des hommes qui étaient sans religion, etc. Et ça se passe très bien. Oui, mais Au aujourd'hui, nom de quoi? Au nom de la laïcité. Mais la Oui, mais- vraie laïcité. Je- Pas cette soupe qu'on nous sert. général, pour vous donner un autre exemple factuel, la Banque Centrale Européenne a envoyé des directives à l'intégralité des autres banques de la zone euro en leur demandant d'enlever des pièces euros ou des billets euros toute représentation religieuse. Alors ça va être la Vierge, le Oui. Christ, les anges ou Bon. l'archange, etc. Non, mais ils vont se planter. Non, mais ça vous montre bien qu'il y a une volonté Oui. comment dire, d'enlever toute forme Mais- il y a quelque chose de mais- très puissant là-dedans. Mais je le sais parfaitement qu'il y a une volonté en ce sens. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que je prends tout de suite le contre-pied. Nous sommes un peuple chrétien. J'ai pas dit un peuple catholique. Il peut y avoir des athées chez nous. Il peut y avoir voilà tout ce qu'on veut. Mais la France s'est constituée autour du christianisme et plus particulièrement. D'accord, mais si de on se retrouve avec 30 millions de musulmans, Bah, on n'y on est fait pas. quoi? On n'y est pas encore. Attendez, vu les taux de natalité, c'est intéressant D'accord. d'observer. Enfin bon, écoutez, on y est. Attendez, vous en parlez dans votre livre, hein, je vous signale quelque part. J'en Hein, parle. Mais je parle pas de 30 millions. Je parle pas de 30 millions. Non, mais Non, mais oui, il y a des choses que là aussi on nous cache. C'est le nombre de musulmans qui se convertissent en France au christianisme, christianisme, aux diverses formes de christianisme. On nous parle toujours des petits Français qui, de souche entre guillemets, et qui se convertissent à l'islam et qui vont en Syrie, etc. On ne parle jamais des musulmans qui deviennent chrétiens et qui, à ma connaissance, sont plus nombreux, nettement plus nombreux que les chrétiens qui sont musulmans. Ça, on ne nous en parle jamais. Mais par contre, notre République, je suis un peu d'accord avec Houellebecq quand il dit qu'elle est morte. Notre République qui accepte que un imam de la région lyonnaise diffuse une fatwa demandant la mise à mort d'une jeune femme qui s'est convertie au christianisme. Notre République qui accepte ça? attendez, c'est vrai ça, moi j'ai pas vu passer ça. Ça date de quand? Oh, c'est il y a quelques semaines, quelques mois. Voilà, mais c'est sans doute pas un cas isolé, je n'ai pas retenu le nom de cette... D'accord, et la justice n'a pas réagi, n'a absolument pas réagi sur cette D'après cette jeune femme? Non. Oui. D'après cette jeune femme? Non. Hein, voilà. Là, on arrive à des choses qui sont dramatiquement scandaleuses. Hein, et radicalement, non seulement contre la dignité de la personne, ce qui est fondamental, mais radicalement contre notre culture nationale. Et donc, qu'il y ait une volonté quelque part mais c'est le fait de ce qu'on appelle la laïcité la française. Écoutez, que ces gens-là aient peur du petit Jésus dans une crèche, C'est déjà très significatif quelque part pour moi. c'est ahurissant. Hein? C'est ahurissant. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est cette croise? Ça me fait peur. C'est une C'est à la fois... américanisation du débat. Pardon? Une américanisation du débat pour la crèche, hein, puisque les Américains sont voilà, très choqués par les représentations religieuses qui ne leur conviennent pas. Enfin, bon, on est dans une espèce de délire laïciste ou laïcard, je ne sais pas comment il faut dire, effectivement, qui va un peu trop loin parfois. Oui, mais là, on est dans la même veine. Pardonnez-moi, général, juste pour revenir, Bon. qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est quand même ça, je voudrais savoir ce que vous comptez faire. De Gaulle a débarqué à Londres, hein, parce que vous êtes général, c'est un général, donc on est obligé de faire la... On est obligé de faire la... Vous faites tout de suite la Bah oui, comparaison. mais les Français vont faire la moi, je- comparaison, moi- naturellement. Moi, je débarque en France. J'arrive d'Afrique. Depuis que j'étais en retraite, eh bien, je m'occupais de créer des écoles en Afrique. Et maintenant, je reviens en France parce que mon pays est en danger. Donc, je vais m'investir en France. Ce que je compte faire, attendez, ce que j'ai commencé de faire, c'est créer une équipe autour de moi. Des gens costauds. Gens costauds. Et des gens qui y croient. Vraiment. Il y a même quelqu'un auquel il faut que je fasse très attention, comment dire, a laissé tomber son emploi pour venir travailler avec moi. C'est ahurissant, quoi. Ouais. Donc, j'ai vraiment besoin très rapidement d'argent pour continuer notre projet. Nous avons créé une association, j'ai créé une association, France Terre d'Espérance. Oui, je vais vous donner, pardonnez-moi, je vais donner le site. Hein, c'est france-terre-espérance.com. Hein, donc c'est de france-terre-espérance.com. Et il y a une adresse, donc pareil, France Terre Espérance, boîte postale 30 023. Et ensuite c'est à Bordeaux, CEDEX 33 019. Voilà. Hein, voilà. Et donc, nous avons créé une association et puis nous avons décidé la création d'un institut pour, à partir de cela, qui est la clé de voûte, décliner, si vous voulez,
Je vous annonçais tout à l'heure la publication prochaine d'un document sur les institutions. À mon avis, ça va en décoiffer quelques-uns, hein, parce que on propose des choses que non, plus personne n'y pense, ou personne n'y a jamais pensé. Pardon. Et puis donc nous allons continuer. Dans cet institut, il y aura aussi une école de formation des cadres, et il y aura des doctorants, etc. Je crée à côté ce que j'appelle pompeusement le gouvernement de recours. Là aussi, voilà, par référence à un petit peu de Gaulle et son GPRF, par référence aussi au Shadow Cabinet britannique. Je n'ai pas voulu le traduire parce que gouvernement de l'ombre, c'est ça. Non, mais si, on connaît bien, nos auditeurs connaissent bien le Shadow Cabinet. Mais si vous voulez, j'ai l'intention de... Non, j'ai commencé, c'est pas que j'ai l'intention, j'ai commencé à rassembler autour de moi une équipe de projet, et nous allons élaborer pour l'été 2016. Si nous en avons les moyens, parce que ces gens-là ont besoin de manger, ils ont entre 40 et 50 ans, ils ne sont pas à la retraite, donc il faut du fric, il me faut de l'argent. Général, nous allons... Non, mais justement, vraiment, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Si, j'y réponds là. Non, pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous allez vous présenter à des élections? Vous allez envoyer des candidats aux élections départementales? Quelle est votre action, littéralement? Parce que vous dites que vous êtes un homme d'action. Justement, j'y viens. Dire aujourd'hui, je me présente au présidentiel, d'abord, stratégiquement, c'est très mauvais. Je m'annonce en disant, voilà, donc Oui, puis il vous faut 500 signatures de toute façon. Donc vous les aurez pas, donc vous savez comment ils font, les partis. Donc je suis la cible, Deuxièmement, je ne suis pas du tout certain qu'en 2017, la situation nous permette de tenir les élections présidentielles et les élections législatives, parce que la situation évolue très vite et pas dans le bon sens. Donc on peut très bien avoir un clash avant 2017. Et puis ensuite, est-ce que j'aurai les moyens? Parce que il ne faut jamais oublier que le nerf de la guerre, comme on dit, bien sûr, ou le nerf de la paix, c'est l'argent. Bien sûr. Or, moi, je suis parti dans cette affaire-là avec mes biens personnels. Et je peux vous dire qu'une carrière militaire, ça n'enrichit pas le bonhomme. Ouais, c'est clair. Ça n'enrichit pas le bonhomme. Voilà. Donc, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent. À partir de là, je pourrais développer mon action. Et je pourrais vous dire, dans quelques mois, voilà, je vais faire telle chose. Pour l'instant, je suis à un moment où je ne peux pas. Je vous dis ce que j'ai fait. Donc, cet institut, c'est décidé, et ce gouvernement de recours. Nous sommes en train de le constituer. Lui, je lui ai donné pour mission de m'élaborer un projet d'État. Un projet d'État complètement nouveau et qui soit au service de la nation. Imaginez, juste avant qu'on fasse une pause musicale, vous restez avec nous après pour la... Combien de temps? Ça, j'ai un autre